Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En direct du Centre Expo Cogeco Drummondville, bienvenue au Souper du maire 2019. Un événement unique en son genre, co-organisé par la Ville de Drummondville, la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond et la Jeune Chambre de commerce de Drummond. Cette année, c'est sous le thème Concertation 360, le bonheur sous tous ses angles, qu'il s'entretiendra avec vous. Veuillez accueillir le maire de Drummondville, votre maire, M. Alexandre Cusson. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là en aussi grand nombre. D'ores et déjà, je veux remercier la Chambre de commerce et d'industrie Drummond, de même que notre jeune Chambre de commerce, la Chambre de commerce de l'année au niveau des jeunes chambres, pour le travail d'organisation de cette soirée, avec le service des communications de la Ville, évidemment, qui à chaque année décide d'élever un petit peu le niveau de difficulté. Cette année, ils ont décidé d'y aller avec cette scène 360 et donc avec cette obligation de bouger un petit peu. Donc, vous verrez peut-être pas toujours mon meilleur profil, mais ça, pour ce qui est du meilleur profil, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même réponse. Vous avez le choix du profil, mais on va essayer de les changer au cours de la soirée. Évidemment, comme je vais me déplacer, j'ai apporté avec moi mon cellulaire pour que mes pas comptent. Vous savez que c'est important pour moi. Je compte mes pas chaque jour. Alors, je vais pouvoir ce soir l'augmenter ici. Alors, c'est important ce souper-là. C'est important cet échange-là qu'on a ensemble chaque année, cette possibilité de vous faire part de ce qui s'en vient, de ce qu'on prépare à la Ville de Drummondville. Alors, évidemment, vous me permettrez de saluer mes collègues du Conseil qui sont ici ce soir. Saluer d'une façon toute spéciale notre collègue Dominique Martin, qui, il y a quelques instants, m'a envoyé un message me disant qu'il nous écoute en direct du Pérou. Alors, il n'est pas là cette semaine, il est au Pérou et il suit le souper du maire. Alors, on le salue, évidemment, Dominique. Saluer mes collègues de la MRC. Il y a plusieurs mairesses, plusieurs maires, plusieurs élus municipaux, conseillères, conseillers, qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Vous savez, quand on parle d'une concertation 360, tout le monde travaille ensemble et c'est ce qu'on fait à la MRC Drummond. On est 18 municipalités, on a des enjeux qui se ressemblent, on a parfois aussi des enjeux qui sont très différents et c'est important pour nous de les partager. Je peux vous dire qu'il y a ici, au sein de notre Conseil des maires, une collaboration assez exceptionnelle, une volonté de travailler ensemble sur des enjeux qu'on partage, mais de se soutenir aussi dans les enjeux qui sont différents. Donc, merci beaucoup aux élus municipaux de la MRC Drummond qui sont ici ce soir. Évidemment, vous me permettrez de saluer également les invités de la table d'honneur. Vous voyez, ce soir, on a une place prépondérante à l'éducation. On aura l'occasion de parler d'éducation dans quelques instants. Donc, merci beaucoup aux gens d'être là. Une table d'invités spéciaux aussi qui sont avec nous ce soir. Des gens que j'ai invités pour leur implication, leur dévouement, je vous dirais, dans la création de bonheur à Drummondville. Des gens qui sont impliqués dans des conseils d'administration, d'organismes sportifs, comme le tournoi Midget, d'organismes culturels, comme le Musée national de la photographie, des gens qui s'impliquent au sein d'événements, comme le Drummond en bière, par exemple, des événements qui font vibrer Drummondville, qui nous permettent d'aller de l'avant, comme le Bardafest, par exemple, qui est ce nouvel événement qu'on a connu, qu'on a vu pour la première fois cette année, des organismes qui favorisent aussi des initiatives locales comme Connexion Centraux, qui travaillent très, très fort pour développer, je vous dirais, un sentiment d'appartenance au centre-ville qui amène évidemment les commerces, les restaurants du centre-ville à coopérer, à travailler, à se concerter. Alors, merci beaucoup à ces invités. Et il y en a d'autres qui sont là. Si je le dis trop vite, pourquoi ils sont là, je vais me voler des scoops pour plus tard. Alors, je vais attendre pour vous dire pourquoi ils sont là.
On me demande souvent quand je me promène, c'est quoi le secret de Drummondville? Je rencontre des gens, ils disent, ça va bien chez vous, les gens investissent, les gens sont heureux, les organismes font du bon travail, vous faites des campagnes de financement pour l'hôpital, pour l'université, pour tout le monde. On dirait que l'argent tombe des arbres. Comment ça se fait que c'est comme ça à Drummondville? Et je pense que c'est le thème du souper de ce soir. C'est qu'à Drummondville, on se concerte. À Drummondville, on travaille ensemble. À Drummondville, on ne se demande pas à qui ça va profiter en premier. Est-ce que ça va profiter à moi en premier? Mais on se dit, est-ce que ça va faire avancer notre communauté? Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est un privilège pour moi d'être le maire de Drummondville et de pouvoir, avec vous, faire en sorte qu'on avance, faire en sorte qu'on fasse plus pour nos gens, faire en sorte qu'on soit toujours de plus en plus heureux à Drummondville. Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on doit faire. S'assurer qu'ensemble, le travail qu'on fait, l'implication qu'on a, en sorte que la qualité de vie de nos gens est meilleure. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable d'attirer des travailleurs. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont avoir le goût de s'installer chez nous, que des entreprises vont choisir Drummondville, que des commerces vont dire « Hey, il y a quelque chose qui se passe là et on va y aller », que des organismes qui rendent des services à notre population, des services communautaires, des services de santé, que ces organismes-là vont avoir le goût de s'investir à Drummondville. Donc, le thème, la concertation, c'est ça. Et c'est ça qui est, selon moi, le secret de Drummondville. Et pourquoi 360? Parce que finalement, on est tous autour de la même table. On est tous appelés à relever ensemble les mêmes défis. Il ne faut pas se demander, ça, est-ce que c'est plus communautaire? Est-ce que c'est plus économique? Il faut valoriser un développement complet, un développement durable. Pour certains, c'est peut-être rendu un cliché, mais c'est ça, la réalité. C'est ça qu'on doit se donner comme objectif parce qu'on ne peut pas agir seul. Alors, ce soir, je vais développer avec vous autour de quelques thèmes, des thèmes qui me paraissent être, et je me trompe peut-être, qui me paraissent être des enjeux importants, des priorités qu'on doit se donner au cours des prochaines années. Évidemment, je me promenais tout à l'heure, puis je voyais des gens de tous les secteurs, puis je me dis, il aurait donc fallu que je parle de ce qu'ils font, eux, ils sont extraordinaires, c'est un organisme essentiel. Il y a eux autres aussi, etc. Alors, vous comprendrez que le seul problème que j'ai, c'est toujours de limiter. Je pourrais parler jusqu'à demain matin. Alors, vous comprendrez qu'on ne peut pas parler de chaque groupe, de chaque individu, mais ça n'enlève rien au travail des gens. Ce soir, j'ai souhaité me concentrer sur ces enjeux-là, 5 enjeux en particulier. D'abord, l'enjeu de l'éducation, l'enjeu de la santé. Vous allez dire, il me semble que c'est des enjeux qui sont davantage provinciaux que municipaux. Pourquoi? Parce que quand on parle de qualité de vie, quand on parle de développement d'une communauté, quand on parle de concertation, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et il ne faut pas se gêner pour s'impliquer, il ne faut pas se gêner pour donner du temps, pour amener des idées et faire en sorte qu'on progresse comme communauté. Évidemment, je vais vous parler d'environnement, je vais vous parler de changement climatique, etc., parce que c'est un défi incroyable qu'on doit rencontrer au cours des prochaines années. On n'est plus à l'époque de se demander comment on va y faire face, on est à l'époque d'y faire face. Il faut prendre des décisions dans l'action. C'est ce qu'on essaie de faire comme conseil municipal, jour après jour, dans les décisions qu'on prend. Parler de Drummondville sans parler de développement économique, je pense que ce serait impossible. On a vécu au cours de la dernière année, je vous dirais, une transformation de notre société de développement économique. On va en parler un petit peu. Évidemment, bonheur, concertation, on va parler de qualité de vie, qualité des services municipaux. Et finalement, on vous l'a dit, on est très heureux ce soir d'ailleurs. Pierre Thibault, Jérôme Lapierre sont avec nous, 2 architectes avec qui on a le plaisir de travailler depuis presque 2 ans maintenant sur le projet de la Fortissimo. Et pas plus tard qu'hier, alors vous allez vraiment avoir des nouvelles en primeur, pas plus tard qu'hier, le conseil municipal a adopté le scénario final de développement que je vais vous présenter ce soir avec les prochaines étapes de développement de ce site-là. Et je terminerai évidemment avec quelques mots sur la situation financière de la ville et pourquoi, justement, on a les moyens de nos ambitions. Si on va avoir les moyens de nos ambitions comme société, il y a une priorité qu'on doit adopter. Une priorité qui ne doit pas être celle des discours, qui ne doit pas être celle d'une semaine en février ou de quelques événements comme ça pendant l'année. C'est toute la question de l'éducation, de la persévérance scolaire. Il y a quelques semaines, on avait le bonheur d'accueillir Laurent Duvernay-Tardif, qui était le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. Évidemment, là, ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup de monde. J'ai des collègues du conseil qui étaient très heureux de rencontrer Laurent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un d'extrêmement, je vous dirais, inspirant, motivant. C'est important qu'on utilise ces porte-paroles-là, mais c'est important que comme gens d'affaires, comme gens qui sont impliqués dans les organismes, partout,
on n'oublie pas notre responsabilité, la responsabilité qu'on a pour faire de l'éducation une véritable priorité. Parce que si vous regardez les débats qu'on a récemment ou qu'on a, et il faut les avoir, ces débats-là aussi, est-ce qu'on se demande souvent comment on devrait appuyer nos écoles et tout ça? Non. On parle beaucoup de la taxe. Hein? Est-ce que la taxe scolaire va baisser? On le souhaite, on espère que la taxe va baisser. On nous a promis qu'elle baisserait. Il y en a qui en ont rajouté. Oui, OK. On parle aussi, est-ce qu'on doit garder la structure, modifier la structure, etc. Mais pendant qu'on fait ça, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'on propose à nos jeunes dans les écoles? Est-ce qu'on fait des véritables débats sur les choix de société qu'on a à faire, qu'on a à poser au cours des prochaines années? Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et comment ça peut devenir une priorité? Comment chacun d'entre nous peut s'impliquer en faveur de ça? Bien, c'est évidemment, c'est en parler. C'est de soutenir nos organismes, d'être présents, encourager nos jeunes. Hein? On a ici à Drummondville la chance d'avoir tout niveau confondu, qu'on parle du préscolaire, du primaire, du secondaire, du collégial, de l'universitaire, des institutions publiques, privées qui livrent la marchandise, qui travaillent pour notre communauté, qui sont impliqués. Il y a plein de gens du secteur de l'éducation qui sont ici ce soir et on apprécie votre présence. Mais il faut être là, nous aussi, pour ces gens-là. C'est aussi de faire des choix dans nos organisations, placer la formation dans nos priorités, faire en sorte qu'on va permettre à nos employés, on va permettre à nos collaborateurs d'aller, je vous dirais, chercher une formation qui est adéquate, qui va permettre de développer notre milieu. C'est de développer des collaborations avec le milieu scolaire aussi. C'est extrêmement important de le faire. Ces gens-là ont besoin d'être appuyés. Et je vous invite à le faire, à vous demander comment dans vos organisations, comment comme individu, vous pouvez davantage appuyer l'éducation. Et je vous dirais qu'il y a un élément qui est extrêmement important, c'est de dire comment on peut aussi amener de l'information pour faire en sorte que l'État, en matière d'éducation, soit plus agile, que notre commission scolaire, que notre cégep, que nos établissements privés, lorsqu'ils veulent développer des programmes, bien, ils n'attendent pas 5, 6 ou 7 ans avant qu'on leur dise que ça a bien de l'allure de répondre à ce besoin-là, qui, soit dit en passant, n'existe peut-être plus parce que ça fait 7 ans qu'on y a pensé. Récemment, dans une rencontre avec le Journal des Affaires, il y a des gens du milieu de l'éducation qui disaient que ça prend jusqu'à 7 ans à partir du moment où on identifie un besoin en éducation pour que les autorisations soient données pour le faire. Il est temps que ça change. Mais ça, il faut en parler. Dans votre travail, dans vos implications, vous rencontrez des gens qui, comme vous, peuvent faire la différence. Il faut leur en parler. Alors moi, je vous invite à faire une priorité de l'éducation pour que ça réponde à nos besoins. Et on a à Drummondville des besoins importants en éducation. Je vous invite à écouter une première vidéo où le président de notre commission scolaire, Maître Jean-François Hull, va nous parler des défis qu'on a à relever en éducation. Le thème du bonheur nous interpelle en éducation publique parce qu'une de ses sources est le sentiment de compétence. Et c'est votre commission scolaire qui est chargée de le faire naître chez les élèves de notre communauté. À cet égard, je suis fréquemment témoin de superbes initiatives dans votre commission scolaire. Oui, l'école a changé, elle offre de nombreuses voies d'apprentissage. C'est avec reconnaissance que j'affirme que la Ville de Drummondville est un partenaire de choix dans la réalisation de cette essentielle mission. Ça se traduit de nombreuses façons, notamment par une récente entente d'échange de terrain qui nous permettra, si le ministère de l'Éducation le veut bien, qui nous permettra donc de construire nos nouvelles écoles secondaires et primaires rendues absolument nécessaires. Je vous invite à faire de l'amélioration de la réussite éducative un véritable objectif de MRC, un projet rassembleur. Bref, l'éducation publique primaire et secondaire pour tous est une affaire de communauté. Il importe plus que jamais de préserver le droit des citoyens d'être maîtres d'œuvre de l'éducation publique sur leur territoire. Et ça suppose le renforcement de la démocratie scolaire et non son abolition. Je profite donc de cette tribune pour vous demander d'adhérer à cette idée pour le mieux-être de tous nos élèves et de notre population. Bonsoir à tous. Alors, quand on parle des besoins en éducation, je pense que vous saviez que j'allais vous en parler ce soir.
On a une commission scolaire qui a planifié ses besoins. Une commission scolaire qui, au cours des dernières années, a dit bien, en telle année, on va avoir tant d'enfants de plus. Parce que ça, vous savez, les enfants, normalement, ça naît à 0. Ça grandit. Et à un moment donné, ils arrivent à l'école. Donc, en principe, on le sait au moins 5 ans d'avance qu'il va y avoir des enfants qui vont arriver en maternelle. Peut-être 4 ans bientôt, mais actuellement, on est encore à 5 ans. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a quelques semaines, malgré qu'elle a fait ses devoirs, notre commission scolaire est obligée d'investir 5 millions de dollars de vos taxes pour des roulottes temporaires. Parce que peut-être que dans le passé, les gouvernements ont décidé que peut-être que Drummondville, ils ne l'ont pas mérité, ils n'ont peut-être pas voté du bon bord. Bon, ils n'auront pas d'école. Et moi, je trouve ça épouvantable. Épouvantable quand on sait que dans certains secteurs de la ville, je pense au secteur sud, là, le coin des écoles du Vernet, Saint-Simon, Christ-Roi, Saint-Étienne, tout le secteur Saint-Nicéphore, jusqu'à l'Avenir, Wickham, Lefebvre, Durham-Sud, on sait que d'ici 2022, là, il va y avoir 400 enfants de plus que maintenant. Et quand on regarde la note de la commission scolaire sur ces prévisions, là, bien, elle est excellente. Normalement, c'est dépassé. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin minimum de 400 places. Alors, vous imaginez comment on va donner le goût à des enfants d'aller à l'école, comment on va donner le goût à des gens de venir s'installer à Drummondville. Écoutez, à Drummondville, on a des roulottes. C'est extraordinaire. Vous n'aurez pas ça nulle part ailleurs. Ça n'a pas de sens. Nous, là, avec la S2D, par exemple, on se promène partout pour dire aux gens, il y a des jobs chez nous, venez-vous-en chez nous. On a des bons programmes, c'est le fun, on a des belles écoles, mais nos roulottes, c'est incroyable. Alors, vous comprenez que pour moi, je trouve ça choquant. Je trouve ça, puis je vois des collègues, je vois ma collègue, la mairesse de Saint-Lucien, qui a des besoins aussi chez elle. Il manque de place dans nos écoles. Il faut faire quelque chose. On dit que le Québec aura cette année des surplus comme il n'a jamais connu. Vous gérez de l'argent, vous gérez beaucoup d'entre vous, gérez des entreprises. Vous le savez que des fois, il y a des sommes qui ne sont pas récurrentes. Il faut faire attention dans les choix qu'on fait de se lancer dans des dépenses qui vont revenir année après année après année. Bien, moi, j'ai une idée. Pourquoi on n'investit pas ces surplus-là dans nos écoles? Des écoles qu'on a besoin de bâtir aux 4 coins du Québec, en particulier ici. Soutenons l'éducation, donnons à notre personnel éducatif les moyens de faire la différence dans la vie des jeunes. Et ça, c'est une priorité dont on doit parler. On doit en parler aux gens qu'on rencontre. On doit faire en sorte que c'est en avant de tout, que c'est une priorité importante. On sait que la commission scolaire Eastern Township a aussi besoin de nouveaux locaux ici à Drummondville. Il faut soutenir ces demandes-là et c'est ce qu'on fait à la ville de Drummondville. On a parlé d'une nouvelle école primaire anglophone. On a aussi besoin, dans le secteur sud de la ville, dans le secteur de Saint-Nicéphore, d'une nouvelle école secondaire. Il y a là aussi des statistiques qui le disent. Il y aura, au cours des 10 prochaines années, au minimum 1000 élèves de plus dans nos écoles secondaires à Drummondville. Il faut leur faire des places. Il ne faut pas les empiler dans les écoles qu'on a déjà et sacrifier des bibliothèques et sacrifier des cafétérias, sacrifier des salles où les élèves vont vivre pour bâtir des classes. Alors, c'est important de le faire. C'est important de faire de l'éducation une priorité. Il y a des projets à Marie-Rivier aussi qu'on va réaménager parce qu'on déplace le secteur alimentation. Il faut cesser le laxisme. Il faut prendre des décisions qui vont faire en sorte que nos enfants auront des places dans les écoles où ils seront bien, développeront le goût de l'école. Et ça, nous, on va être là pour soutenir la commission scolaire dans ces défis-là. On a notre cégep. Et là, je le disais récemment, le même calcul s'applique. Hein? Si ces enfants-là arrivent au secondaire dans les prochaines années, il y a de fortes chances que la plupart vieillissent assez pour aller au cégep un jour. Donc, on aura besoin d'espace au cégep. Et je pense qu'en termes de roulotte, dans le cégep ici, il y en a plusieurs d'entre vous, plus âgés, beaucoup plus âgés que moi, qui ont connu les roulottes au cégep Bourchemin. On n'en veut pas. Il faut être prêt. Et là-dessus, notre cégep, il travaille déjà. Je vous invite à écouter Brigitte Bourdage, la directrice générale de notre cégep. Merci premièrement à M. le maire, Alexandre Cusson, à la Ville, d'avoir pensé au cégep de Drummondville, de nous mettre en valeur. On a tellement de beaux partenariats. On a eu l'occasion de les expliquer dernièrement, entre autres avec les Journées de la persévérance scolaire. Le cégep, il y avait 500 étudiants. Aujourd'hui, en 2019, on est à l'aube du 2500. C'est 19 programmes d'études, 11 ententes d'ECBAC, plusieurs avec le campus de l'UQTR, qui est un très bon partenaire pour nous. Chez
Link Formation Conseil au service aux entreprises, seulement pour le secteur manufacturier, on est en fonction maintenant depuis 4 ans. Seulement pour le secteur manufacturier, on est passé de 35 mandats à 70. Dans le pôle santé et enjeux sociaux, on a un centre de recherche spécialisé en gérontologie. On comprend les besoins du vieillissement de la population actuellement et ce centre-là est en pleine croissance également. Maintenant, notre propre maison de production qui met en valeur nos étudiants, c'est une particularité, une exclusivité, je dirais, au Québec. On a également une galerie d'art qui est une particularité ici au Cégep, notre espace galerie, qui permet de mettre en valeur les arts visuels, de l'atteinte de 2500 étudiants sans tenir compte de la pression qui va nous être, je dirais, soumise par la croissance même des effectifs de la commission scolaire. On nous annonce ça pour 2021. Bien, vous comprenez là, qu'on va avoir besoin d'agrandir encore au niveau de nos infrastructures et de nos espaces. On dit toujours pourquoi arrêter à Drummondville? Bien, parce que la région est formidable, le dynamisme est là dans la ville, mais le Cégep aussi offre des choses que les autres collèges autour n'offrent pas. Je veux remercier l'équipe collège parce que c'est quelque chose qui se fait en équipe et d'être en partenariat avec les entreprises et puis les partenaires de la ville et les partenaires socio-économiques, c'est formidable. Merci beaucoup. Et la plus belle chose dont j'ai envie de vous parler maintenant là-dessus, c'est que depuis janvier 2016 et après 5 ans à la mairie, c'est probablement le sujet qui me rend encore le plus heureux de ce qu'on a réussi ensemble comme communauté, les conseils municipaux qui nous ont précédés, la communauté d'affaires, la communauté éducative, c'est qu'on parle maintenant aussi de notre campus universitaire et qu'on parle d'université quand c'est question d'éducation à Drummondville. Quand on regarde les taux de diplomation, par exemple, au niveau universitaire, bien, on voit que 16 % des gens au centre du Québec ont des diplômes universitaires. Au Québec, c'est 29 %. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce n'est pas parce qu'on est moins fin que les autres. C'est parce qu'on n'a pas eu chez nous cette possibilité-là jusqu'en 2016. Et il se fait un travail extraordinaire à notre campus qui maintenant offre des dizaines de programmes, plus de 30 même, je pense. 1150 étudiants en plein temps partiel à la dernière rentrée, à la rentrée de janvier. Moi, je me rappelle d'un fonctionnaire au ministère de l'Éducation, il y a quelques années, qui nous avait fait une prévision. Il avait dit, ça va varier entre 0 et 3, le nombre de nouveaux étudiants universitaires, des gens qui ne seraient pas allés à l'université, puis vous allez avoir de la misère à atteindre. Puis c'est vrai, là, 0 et 3, c'était écrit sur une feuille de papier. Et vous allez avoir de la misère à atteindre vos prévisions. Moi, je soupçonne ce fonctionnaire-là d'avoir été replacé dans la planification des écoles primaires et secondaires. C'est là maintenant qu'il se retrouve. Donc, il va falloir... Je pense que la retraite pourrait être vraiment une option. On dépasse toutes ces prévisions-là. C'est beaucoup grâce au travail de toute l'équipe et, entre autres, je vous dirais, d'un recteur exceptionnel, d'un recteur qui fait progresser l'UQTR et qui croit beaucoup à ce qu'on peut développer à Drummondville. Je vous invite à écouter Daniel McMahon. Alors, bonsoir à tout le monde. Cette année, l'Université du Québec à Trois-Rivières fête ses 50 ans et comme vous pouvez le voir sur la photo qui vous est présentée actuellement, dès la première année, l'interaction avec la ville de Drummondville était très importante en matière de formation. On a franchi d'ailleurs un jalon hyper important avec la ville il y a déjà 3 ans, puisque l'ouverture du campus s'est faite en janvier 2016. Et déjà, on est à pied d'œuvre pour la prochaine étape qui est ce qu'on appelle le SNIMI, le Centre national intégré du manufacturier intelligent, pour lequel on a complété tous nos travaux de représentation auprès du gouvernement. Et vous le savez, notre ministre régional, M. Lamontagne, en a fait une priorité. Alors, dès la fonte des neiges, nous serons prêts, nous, à passer à l'attaque sur la réalisation de cette autre phase importante du développement de l'Université du Québec sur le campus de Drummondville. Et ça, c'est un projet exceptionnel, le SNIMI. Pourquoi c'est un projet exceptionnel? Parce que quand je vais vous parler tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre puis des mesures qu'on doit mettre en place partout au Québec pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre-là, je vais vous parler de l'importance de développer le manufacturier intelligent. Je vais vous parler du retard. En fait, je suis en train déjà de vous en parler. Je vais vous parler du retard que le Québec a pris à ce niveau-là.
Nos entreprises, pour survivre, pour demeurer compétitives, n'auront pas le choix que d'investir du côté de l'automatisation, de la robotisation, devront connaître les possibilités qui s'offrent à elles pour être de plus en plus productifs, compétitifs. Et ça, là, ce qui est intéressant, c'est que personne aujourd'hui peut dire « Ah ben ça va-tu enlever des jobs? » Non, parce que premièrement, des jobs, on en a plus qu'on en demande, donc ça va nous aider. C'est extrêmement important ce qui se prépare là. Et non seulement ça va être merveilleux pour nos entreprises ici à Drummondville, mais ça va être pour le Québec un outil exceptionnel qu'on va avoir chez nous, dans un campus extraordinaire, parce qu'ils nous ont promis qu'ils feraient encore une fois un bel immeuble, qu'ils vont s'assurer de bien faire les choses, parce que c'est un campus qu'on aime, c'est un campus qu'on veut garder vert, c'est un campus qu'on veut près du centre-ville, on veut que ça demeure un milieu de vie. Et déjà de voir arriver le 2e pavillon, on l'espère, voir sortir ça de terre bientôt. Aujourd'hui, j'entendais que le budget du Québec serait le 21 mars, le jour du printemps. C'est peut-être un signe qu'il y aura des beaux projets qui pourront naître à ce moment-là, mais on y croit. On va l'appuyer. J'espère que vous l'appuierez également. Nous, la Ville de Drummondville, on a dit à la Fondation de l'UQTR qu'on serait là, comme dans la première phase, avec une contribution d'1 million de dollars de la Ville pour soutenir le développement du tsunami. Nous, on a mis une petite condition de rien, vous savez, Monsieur le recteur, c'est que ça doit être dans un bâtiment neuf sur le campus. On ne veut pas qu'on amène nos étudiants dans un sous-sol, dans des espaces disponibles. Ce n'est pas le projet de l'UQTR, de toute façon. Mais pour nous, c'est important de le dire que ça va avec le développement du campus de l'UQTR. Donc, il y a des projets. Il y a surtout, à Drummondville, une effervescence au niveau de l'éducation qu'il faut soutenir. Je vous encourage à le faire. Et si on a cette effervescence au niveau de l'éducation, si on a davantage de gens, ça veut dire qu'on va aussi avoir peut-être un petit peu plus de gens dont on devra s'occuper au cours des prochaines années. Ça m'amène à vous parler brièvement, mais à vous parler de santé. Et ce soir, j'ai le goût de vous dire que c'est important qu'on ajuste les services qu'on rend aux gens de Drummondville. Quels sont les meilleurs moyens? Je peux vous dire qu'on en discute beaucoup à porte close. On ne va pas faire ça ici, mais on doit réfléchir aux structures qu'on met en place. S'assurer qu'on est reconnu. Nous assurer que les structures qu'on va mettre en place sont des structures qui nous permettent d'identifier les besoins du Centre du Québec, les besoins de Drummondville, de la MRC Drummond, et surtout qu'on mette en place une planification stratégique, ou appelez-la comme vous voudrez, mais une planification qui va nous permettre de répondre à ces besoins-là. Et ces besoins-là, c'est d'abord et avant tout la réponse qu'on va y accorder, pour moi, qui va être une véritable reconnaissance du Centre du Québec en matière de santé. Et ça, des mesures, on va en avoir besoin. Hein? On le dit, plus de jeunes, plus de naissances. On a un magnifique centre famille-enfant qui a été ouvert, mais on a aussi des gens qui vieillissent. On aura besoin d'infrastructures pour accueillir ces gens-là. On nous parle des nouvelles maisons des aînés. On a des idées pour eux. On va soutenir ça. Évidemment, c'est important de le faire parce que, vous le savez probablement, mais Drummondville est une des villes au Québec qui accueille, en termes de gens d'autres régions du Québec, donc qui décident d'immigrer chez nous, si on peut appeler ça l'immigration du Bas-Saint-Laurent vers le centre du Québec et Drummondville, mais c'est ici qu'il y a le plus grand nombre de retraités qui viennent s'installer. Donc, des gens qui passent en dessous du radar des naissances, des emplois, etc., qui choisissent Drummondville. Bon, pour la qualité de vie, qui choisissent Drummondville parce qu'ils vont vendre une maison dans une grande ville comme Montréal et ici, pour une fraction du coût, ils vont avoir une aussi belle maison. Le reste, ça va être leur nouveau fonds de pension. Ils viennent s'installer ici parce que comme 70 % du Québec est à moins de 90 minutes, les enfants, les petits-enfants sont plus proches. Mais ces gens-là, à un moment donné, ils vont avoir besoin d'aide, ils vont être moins autonomes. Il faut donc être prêt à les accueillir, avoir les places nécessaires pour les recevoir. Donc ça va être important. Ça nous prend du personnel qui est consacré au Centre du Québec, qui pense en premier lieu au Centre du Québec quand il vient le temps de mettre en place des mesures. Et ça passe par des nominations, ça passe par des décisions rapidement. C'est un besoin pour nous, c'est un besoin pour soutenir notre développement, c'est un besoin aussi pour nos organismes communautaires qui ont besoin d'être reconnus. Et on a identifié, on en a parlé en campagne électorale, on a identifié un déficit de soutien pour les organismes du Centre du Québec. Il faut que ce soit corrigé rapidement et on va continuer de faire des représentations pour que ce soit fait. Ce qu'on veut, d'abord et avant tout, ce sont des leviers décisionnels ici au Centre du Québec, ici
à Drummondville et rapidement. C'est important pour notre communauté. Mais on sait qu'ils ont des défis à relever parce que la pénurie de main-d'œuvre qui nous touche, là, elle touche aussi le monde de la santé. Ils nous disent des budgets pour embaucher des infirmiers, des infirmières. On en a. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble à la qualité de vie. Parce qu'il y en aurait peut-être pas mal plus de monde si on était capable de combler ces postes-là. Il faut reconnaître que ça vient toucher aussi les services de proximité qui sont si importants et qu'on veut absolument voir se développer chez nous. Alors, il y a des enjeux au niveau de la santé. On espère que les prochains mois seront porteurs de bonnes nouvelles, mais d'abord et avant tout pour notre monde, pour les gens qui ont besoin de services, pour les gens qui ont besoin de rencontrer des professionnels de la santé, qui ont besoin d'espace où ils peuvent se retrouver, pour soutenir nos organismes communautaires aussi. Et ça, c'est très important et on va continuer. Je peux vous dire que mes collègues du Centre du Québec, les tables des MRC, les gens de la région de Bécancour, de Nicolette, des gens de Victoriaville, des gens de l'Érable, c'est important pour eux qu'on fasse vraiment une place pour offrir ces services de proximité-là au Centre du Québec et rapidement. Et on a l'appui de nos élus là-dessus. On va travailler avec eux pour trouver les meilleures façons d'y arriver au cours des prochaines semaines. Dans les défis qu'on a à relever, je l'ai mentionné tout à l'heure en disant qu'il faut en parler, il faut surtout agir. C'est tout ce qui touche l'environnement, ce qui touche les changements climatiques. Hein? Au début, on disait, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, les changements climatiques, comment ça nous impacte, comment ça touche la ville. Les changements climatiques, pour certains, c'est juste le réchauffement. C'est plus que ça. Les changements climatiques, c'est des écarts de plus en plus grands. Qu'on peut observer au niveau de la température. Puis j'aurai quelques chiffres à vous donner là-dessus dans quelques instants. Donc, la réduction des gaz à effet de serre, il faut mettre en place des moyens pour y arriver rapidement. On va vous parler un peu ce soir de ce qu'on fait ici à la Ville de ce côté-là. D'ailleurs, quelques petites statistiques, puisque c'est l'hiver. De ce temps-là, on me parle beaucoup de nids de poules. C'est rare qu'on m'en parle aussitôt dans l'année. Je me promène dans d'autres villes du Québec. Je vous rassure, il y en a ailleurs. Si vous voulez aller vous promener ailleurs, vous allez en voir. Il y en a partout. Hein, parce que les nids de poules, c'est formé comment? C'est formé par l'eau qui entre dans une fissure quand il y a un dégel. Puis quand ça regèle, bien, ça finit par éclater. Et c'est là qu'on a un nid de poule. Normalement, dans un hiver, on a quelque chose comme 7 à 8 épisodes de redoux. Là. Gel, dégel. 8 en moyenne au cours des dernières années. On a vécu en fin de semaine la 14e de l'hiver, le 14e épisode de gel-dégel. Ça, il n'y a rien de pire. Puis les plans d'asphalte étant fermés pendant l'hiver, bien évidemment, ce sont des réparations temporaires. Il n'y a personne à la ville qui, la nuit, part avec une pelle dans les rues pour aller creuser des nids de poules pour être certain qu'ils soient plus creux, qu'il y en ait davantage. Il y a des gens qu'on croise des fois dans la rue ou des gens qui retrouvent beaucoup de courage derrière leur clavier d'ordinateur tard dans la nuit et qui pensent qu'on va creuser les trous nous-mêmes pendant la nuit. Je vous rassure, j'étais avec une 50aine de maires vendredi dans le cadre du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Je pense qu'on aurait eu besoin d'un psychologue pour la gang parce que vraiment, partout, les gens entendent parler de ça. Il y en a même qui m'ont dit « Ouais, cette idée d'avoir les élections municipales au mois de mai, es-tu sûr que c'est une bonne idée? On en a parlé beaucoup, mais pas sûr que cette année, ça me tenterait. » Vous savez, exemple, là, juste l'utilisation du sel, hein, tout ce qu'on met, tout ce qui n'est pas toujours super, mais qu'on met pour que nos routes soient plus belles, soient praticables. Bien, à titre d'exemple, en 2015-2016, on a pris 6 500 tonnes de sel. En 16-17, 8 000. Cette année, on pense qu'on va terminer autour de 12 800, 13 000 tonnes métriques de sel. C'est énorme. D'ailleurs, on vient de refaire des commandes d'urgence. C'est partout. Il y a des pénuries. Alors, je vous le dis, je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire que parmi les éléments qui nous touchent dans les changements climatiques, il y a cet impact sur nos voies de circulation. Donc, il faut trouver des moyens, il faut investir davantage, il faut les faire encore mieux quand on les fait. Hein? C'est toujours mieux quand on les fait bien du premier coup. Mais quand ça gèle, puis ça dégèle 14, 15, 16, 17 fois, je ne sais pas où ça va s'arrêter parce que quand on regarde la météo, on pense que ça va arriver encore. Alors, c'est incroyable. Je ne vous parle pas des quantités de neige, des quantités de sable, de pierres abrasives. On a déjà dépassé ce qu'on a fait l'année passée. Alors, ce qu'on a décidé de faire à la Ville cette année, on l'a annoncé dans le cadre du budget, c'est de créer
une réserve financière liée aux conditions météo. Pas spécifiquement au changement climatique, vous allez dire qu'il y a probablement un lien, mais vraiment une réserve qui dit, bien, il y a des années où on déneige beaucoup plus, où il y a des années où, pendant l'été, il y a énormément de gros orages qui génèrent des dépenses importantes. Puis il y a d'autres années où c'est plus tranquille. Alors, plutôt que de dire « Wow, ça a été tranquille cette année, on va faire d'autres choses avec ça, on va faire une patinoire de plus ou autre chose », non. Cet argent-là va s'en aller automatiquement dans une réserve, ce qui va faire en sorte que l'année où il y aura des dépenses supplémentaires, on ne vous dira pas « Bien, écoutez, excusez-nous, cette année, on va augmenter vos taxes parce qu'il n'a pas fait beau l'hiver passé ». Ça va être pris automatiquement dans cette réserve-là. Alors, on est content parce qu'on va mettre de l'argent un petit peu de côté des résultats de 2018. Peut-être qu'ils vont être utilisés rapidement en 2019, mais il y a là une réalité importante avec laquelle on doit composer. Et quand on parle de s'ajuster, de mettre des mesures de l'avant, justement pour assurer une certaine stabilité dans les revenus et dans les dépenses de la Ville, bien pour nous, c'est quelque chose d'important. Donc, évidemment, il y a aussi des investissements nécessaires de plus en plus importants au niveau de l'entretien de nos voies de circulation. À titre d'exemple, en 2014, on a investi à peu près 3,8 millions de dollars là-dessus. En 2018, on a dépassé 10 millions de dollars. Réfection de chaussées, réfection d'infrastructures souterraines. On veut séparer les réseaux où ça n'a pas été fait. On tente de profiter, évidemment, toujours du plus grand nombre de subventions possibles du gouvernement de ce côté-là. Un des moyens de réduire les gaz à effet de serre, c'est un moyen qu'on connaît bien, c'est celui de la mobilité durable. Mobilité durable, faire en sorte qu'on ait d'autres moyens de se déplacer que l'auto solo, cette dépendance-là qu'on veut réduire. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire que parce que je marche, il faudrait que tout le monde marche, ou parce que d'autres viennent travailler en vélo, qu'il faudrait tous qu'on aille en vélo, etc. Ce n'est pas ça. Mais c'est de se dire quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on fait à Drummondville pour faire en sorte que c'est plus facile de se déplacer en vélo, à pied, de prendre les transports en commun. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner le goût aux gens? Alors, on s'est donné comme mandat, tout de suite après l'élection de 2017, de produire pour septembre 2019 un plan de mobilité durable qui va identifier des objectifs pour les prochaines années, mais aussi des moyens qu'on veut mettre de l'avant. Et je vous invite à écouter mon collègue John Husk qui va nous en toucher quelques mots. Donc, qu'est-ce que la mobilité durable? Il s'agit de développer les transports de façon à tenir compte de ses impacts sociaux, économiques et environnementaux. C'est-à-dire qu'on va vouloir considérer les impacts du vieillissement de la population, encourager les saines habitudes de vie par l'exercice physique, réduire la congestion routière et réduire les émissions de gaz à effet de serre. En mobilité durable, la voiture aura toujours une place significative, mais on va vouloir diversifier les modes de transport pour donner une place plus sécuritaire et juste à tous les usagers de la route, peu importe leur mode de transport, comme la marche, le vélo et le transport en commun. Donc, un plan de mobilité durable pour la Ville signifie que la Ville va vouloir se doter d'une vision à long terme à ce sujet. Concrètement, on parle de développer les infrastructures pour la marche et le vélo, améliorer le service de transport en commun et arrimer l'aménagement du territoire avec le transport en commun. Merci et bonne soirée. Alors, j'en profite pour souligner le travail que fait Jeanne dans ce dossier-là. C'est un dossier important qui demande l'implication de plusieurs services municipaux. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Ça va nous amener à faire des choix. On va les expliquer. On a déjà écouté les gens parce qu'il y a eu une vaste consultation en 2018 où plusieurs dizaines de personnes sont venues donner des idées, sont venues nous dire qu'est-ce qui les préoccupait, qu'est-ce qui pour eux autres était important de ce côté-là. Et il y a évidemment des éléments qui ont fait l'objet de consensus, pas encore fait l'objet de décision, parce que des fois, on peut tous être d'accord. Je pense que si on faisait un sondage ce soir, il n'y a personne ici qui refuserait d'être millionnaire, mais malheureusement, c'est peut-être pas possible. Donc, on doit faire des choix. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. Mais les gens nous disent là-dessus, vous savez, à Drummondville, là, compétitionner la voiture, c'est pas toujours facile. Les feux de circulation sont bien synchronisés, en tout cas, la plupart du temps. Les trajets sont courts, en 5-10 minutes, on se déplace facilement d'un point à l'autre. Alors, pour trouver des solutions efficaces, des solutions conviviales, ça demande de la réflexion. Ça demande vraiment des idées qui sont novatrices. Et c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Et la mobilité durable, encourager les gens à prendre d'autres moyens, bien, pour moi puis pour les membres du Conseil, ça ne se fait pas en écœurant les autres.
Ça ne se fait pas en allant creuser des nids de poules la nuit pour que ce soit désagréable de se promener en auto. Ça ne se fait pas en désynchronisant les feux de circulation ou en faisant faire des détours à tout le monde. Ce n'est pas ça. Sensibiliser, se concerter, c'est autre chose que ça. Alors, évidemment, certains ont proposé, par exemple, qu'on accorde une plus grande priorité aux piétons au centre-ville. D'autres ont dit, bien, il faut justement trouver une façon d'avoir, et je pense qu'on l'a de plus en plus au Conseil et dans nos services, d'avoir un réflexe mobilité durable, un réflexe piéton, un réflexe cycliste dans les nouveaux aménagements. Tout à l'heure, je vais vous parler de Fortissimo. Bien, vous allez voir que ce réflexe-là, il est là dans le travail qu'on a fait sur Fortissimo. Évidemment, ça va toucher le transport en commun. Comment ça va toucher le transport en commun? Bien, d'abord, on va mener une révision complète du service qu'on offre. À Drummondville, on a développé un service où les trajets sont de durée égale et tous les véhicules transitent par un terminus urbain à côté de notre bibliothèque publique et c'est de là que les circuits partent. Donc, si on veut ajouter un petit détour dans une rue, bien, on vient briser la demi-heure, il y a une problématique. Donc, on est en train de réfléchir au concept d'utilisation. On se demande comment on va desservir les parcs industriels. Parce que dans le passé, on a fait des tentatives, il y a très, très longtemps, il y a eu des tentatives de fait. Ça n'a pas été concluant, parce que vous comprenez que mettre un autobus en place qui sert un petit peu le matin, puis un petit peu l'après-midi, puis plus du tout, ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire. Donc, il faut être créatif, il faut chercher des moyens de desservir nos parcs industriels, et ça, c'est une priorité de votre conseil municipal. Il faut augmenter l'accessibilité. Il faut que ce soit facile de prendre l'autobus. Alors, on vient de se lancer dans des commandes qui vont nous permettre ultimement d'avoir dans nos autobus le paiement possible par carte de crédit. Très rapidement, on embarque dans l'autobus, on n'est pas obligé de courir au dépanneur pour s'acheter un billet, mais c'est facile de prendre l'autobus. On est en 2019. Donc ça, c'est un moyen qu'on veut mettre en place. On va améliorer l'efficacité par l'installation de GPS dans les véhicules. On va savoir où sont les véhicules, à quelle heure ils vont arriver, comment on va être capable de les utiliser. Mais pour y arriver, on va avoir besoin d'aide. On a besoin de soutien financier. Au Québec, actuellement, et au Canada, parce que c'est le fédéral et le provincial qui sont impliqués là-dedans, on subventionne les infrastructures. Donc, on paye des autobus. Tu n'as pas de chauffeur dedans, ce n'est pas grave, la ville va le payer. Il n'y a pas de soutien aux coûts d'exploitation. Et c'est ce qu'il faut corriger. Les villes au Québec mettent 2,5 milliards par année dans le transport en commun. Dans une ville comme Drummondville, on n'est pas propriétaire de nos autobus. Parce que même si on obtenait une subvention, ça nous coûterait probablement plus cher ultimement d'être propriétaire de nos véhicules, les gérer. Donc, on va en sous-traitance, on fait un appel d'offres et on octroie le contrat. Donc, ça veut dire que des infrastructures, on n'en a pas. On a quelques abribus. Alors, à chaque année, plutôt que d'avoir des centaines de milliers de dollars, bien, des fois, on nous envoie 62 000, des fois, on nous envoie 3 500. On a même, là, je vous en ai déjà parlé, une année reçu une subvention de 870 $ pour un support à vélo qui nous a demandé à peu près 2 000 $ de reddition de compte. Ensuite, quand il est venu le temps de dire ce qu'on avait fait avec le support à vélo, on a mis des vélos dessus. C'est ce qu'on a fait. Mais c'était long écrire tout ça. Donc, il faut soutenir les coûts d'exploitation du transport en commun pour les villes au Québec. Et c'est simple ce qu'on dit au gouvernement, il y a le fonds vert. Il vient d'avoir un rapport qui a été mis sur le fonds vert qui dit qu'il y a là-dedans un éparpillement de mesures dont plusieurs fonctionnent plus ou moins. Alors, ce qu'on dit, le monde municipal dit, bien, écoutez, investissons cet argent-là dans ce qui marche, soutenons les coûts d'exploitation du transport collectif, du transport en commun. Et si on faisait ce gain-là au cours des prochaines années, ce serait pour Drummondville quelque chose d'extraordinaire. Bien, évidemment, on va finaliser l'étude de tout ça et prendre des décisions, rendre public ce plan-là au cours de l'année. Un projet qui nous tient à cœur, c'est celui de la desserte ferroviaire de passagers ici à Drummondville. On sait que Via Rail a un projet important, un projet qu'on soutient, qui est de développer un train direct entre Montréal et Québec avec quelques arrêts à Trois-Rivières sur la rive nord et en profiter, parce que là, s'ils arrêtent peu, bien évidemment, ça nous touche moins, mais en profiter pour maintenir et développer le service sur la rive sud avec Drummondville comme plaque tournante, comme hub. Donc, avec des horaires, on veut passer de 5 à 8 fréquences par jour vers Montréal et Québec, mais avec des horaires bâtis pour Drummondville. Pas un horaire de train qui fait Montréal-Québec et que l'horaire fit bien pour les gens des deux extrémités, mais bien pour Drummondville vers Québec et Drummondville vers Montréal.
19 mars, c'est le budget fédéral. On espère qu'il y aura des annonces de ce côté-là. Je pense que c'est une belle année pour faire des annonces. En tout cas, on va les écouter et on espère qu'il y aura des décisions favorables de ce côté-là. Mais je vous dirais en terminant qu'au niveau de la mobilité durable, ce qu'il faut, c'est le courage de prendre des décisions. C'est ce qu'on va faire. On va vous inviter à y collaborer, on va vous inviter à y croire avec nous et faire en sorte que notre ville se développe, que notre ville est toujours plus belle. Parce que la mobilité durable et des espaces qui donnent le goût de marcher puis de se promener en vélo, c'est aussi une ville qui est plus belle. On a mis en place l'année dernière la traverse vis-à-vis de l'aéroport jusqu'à Kunak, plus de 5000 passages à pied, à vélo, au cours de l'été 2018, de ce côté-là, sur le ponton, c'est important. On a une station de réparation de vélo. On va en ajouter 2 cette année. Puis on est en train de réfléchir à comment on va vous faire voter, ou en tout cas, comment on va vous consulter pour savoir sur 5 possibilités où on devrait ajouter les 2 prochaines stations de réparation de vélo. Et ces stations de réparation de vélo-là, bien évidemment, c'est des espaces pour relaxer aussi. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, parler de Drummondville, de ce qui s'y passe sans parler de développement économique, ce serait impossible. Ce n'est pas possible de parler de Drummondville sans parler de son rôle de locomotive dans le développement économique du Québec. On est toujours heureux d'entendre des bonnes nouvelles, on est toujours heureux de voir de quelle façon nos commerces, nos industries investissent, vont de l'avant. On est heureux, hein? On a été tellement fiers en 2018 d'annoncer l'arrivée de CGI à Drummondville, qui est une entreprise de renommée internationale qui a choisi parmi plusieurs villes Drummondville. Mais tout ça, maintenant, on le vit avec cette inquiétude de la pénurie de main-d'œuvre. Hein? Parce que là, on en attire un nouveau. Est-ce qu'il va aller voler le monde des autres? Comment ça va se passer? Comment on va travailler tous ensemble? La pénurie, elle touche l'ensemble des secteurs. On va évidemment en parler. Et c'est justement pour être capable de répondre à ces enjeux-là, nos objectifs de tertiarisation, mais aussi nos objectifs au niveau de contrer cette pénurie de main-d'œuvre-là, qu'on a réfléchi en 2018, qu'on a mis en place une nouvelle structure à la Société de développement économique. En combinant des forces, ça nous a permis de générer des économies qui font en sorte qu'on peut investir davantage pour ces priorités-là. Et pour vous présenter cette structure-là, je vous invite à écouter le directeur général de la Société de développement économique, Martin Dupont. Au cours des 30 dernières années, la Société de développement économique a subi plusieurs transformations. En 2019, une nouvelle Société de développement économique a été mise de l'avant. Outre la direction générale, 6 nouvelles directions ont été instaurées à l'intérieur même de l'organigramme de la SDED. La direction communication et la direction administratif et services techniques, mais aussi 4 nouvelles directions dédiées aux services aux entreprises. La direction industrie, commerce et services, tourisme et grands événements, et finalement, attraction de talent. Ces 4 dernières directions sont toutes dotées d'un comité consultatif, dont l'objectif est de guider ces professionnels dans l'action quotidienne. Au cours des prochains mois, la SDED livrera sa planification stratégique qui mettra de l'avant les orientations pour les prochaines années de notre action économique chez nous à Drummondville. C'est donc un rendez-vous au Centre Expo Cogeco lors de notre prochaine Assemblée générale annuelle. Alors, permettez-moi de remercier les gens qui ont accepté bénévolement de présider ces comités consultatifs-là, parce qu'on veut des gens du milieu. On veut des gens, permettez-moi l'expression, qui connaissent la game, qui savent de quoi on parle quand on est autour de cette table-là. Donc, au niveau du développement manufacturier, je remercie Steve Girardin, du développement commercial et des services, Geneviève Verrier. Au niveau du tourisme et des grands événements, le directeur général du Village québécois d'antan, qui est l'atout touristique numéro 1 du Centre du Québec, Guy Bellumard, mais évidemment, l'atout du Centre du Québec, Guy, c'est pas toi, mais c'est bien le Village québécois d'antan. Et au niveau de l'attraction et du développement de la main-d'œuvre, Annie Ducharme du groupe Souci, des gens qui ont accepté de s'impliquer avec des gens du milieu, et j'ai des collègues du conseil qui ont aussi accepté de s'y impliquer, qui représentent le monde municipal. Alors, au niveau manufacturier, mon collègue Jean Charret, au niveau du développement commercial et des services, Yves Grondin, au niveau du tourisme et des grands événements, Isabelle Marquis, et finalement, au niveau de l'attraction du développement de la main-d'œuvre, celui qui nous regarde du Pérou ce soir, Dominique Martin. Je vais vous parler, évidemment, de la pénurie de main-d'œuvre. Quand je suis arrivé à la mairie en 2013,
Quand je rencontrais avec Martin Dupont des gens qui souhaitaient venir s'installer à Drummondville, on me posait pas mal toujours les 2-3 mêmes questions. J'ai rapidement appris les réponses. Vous connaissez Martin, il ne m'aurait pas laissé de toute façon donner des mauvaises réponses, il m'aurait rapidement ramené à l'ordre. La première question, c'est le terrain chez vous, là, vous allez nous le vendre combien? Puis la deuxième question, c'est puis vos taxes, ça a l'air de quoi? On avait toujours les meilleures réponses, donc on gagnait les dossiers. Ça allait bien. Maintenant, quand je rencontre ces gens-là, il semble que je suis plus solide qu'avant, mais là, on ne me pose même plus ces questions-là. On me dit, moi, j'irais chez vous, je créerais 200 jobs. Avez-vous du monde pour ces jobs-là ou si vous n'en avez pas? Et là, évidemment, des fois, on reprend une petite respiration avant de trouver la réponse et on leur explique ce qu'on va faire pour les aider à trouver des gens. Parce que la pénurie, elle frappe tout le monde. C'est dans la réponse qu'on y donne qu'on peut se distinguer des autres. Et c'est ce qu'on a fait. Quand je dis restructurer pour avoir de la place pour les nouveaux défis, c'est ce qu'on a fait au niveau de l'attraction de la main-d'œuvre. Parce qu'à Drummondville, au cours des prochaines années, ou dans la MRC Drummond, on parle de 13 000 postes à combler. 100 000 personnes. Faites des divisions. Là, à Montréal, il y a 2 000 personnes. Et 2 millions de personnes. Imaginez ce que ça pourrait représenter dans une grande ville, le nombre d'emplois. 13 000 emplois au cours de 3 à 5 prochaines années ici, dans notre région. C'est, à mon avis, la question de la pénurie de main-d'œuvre, la plus grande menace qui plane sur le développement économique régional, ici et ailleurs au Québec, mais particulièrement ici, au centre du Québec, et encore plus précisément ici, à Drummondville. Alors, je vous invite à écouter Julie Biron, qui est notre directrice de cette division d'attraction et développement de la main-d'œuvre, qui nous parle de ce qu'on met en place actuellement à la SDED. Le problème de pénurie de main-d'œuvre est un problème multifacette qui va se régler de différentes façons. C'est pourquoi la SDED a décidé de mettre sur pied un tout nouveau département l'an dernier pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a d'abord formé notre équipe. On a maintenant 5 personnes qui sont à temps complet pour accompagner les entreprises dans leurs différentes activités de recrutement. Et on a, entre autres, aussi les services d'une avocate en immigration pour accompagner au niveau des processus et faire venir des travailleurs qualifiés étrangers. Donc, l'an dernier, on a quand même 50 entreprises qui ont participé à nos différentes activités de recrutement à l'international et déjà 150 travailleurs et familles sont en processus pour venir ici à Drummondville. Donc, compte tenu de la réceptivité des entreprises, on a décidé vraiment de déployer nos services et d'augmenter les activités là, pour la prochaine année. Alors, on va participer à plusieurs missions de recrutement à l'international. Donc, il y aura aussi des activités de programmer pour aller chercher des travailleurs ailleurs au Québec. Donc, on va multiplier nos actions. On va participer à des salons à Montréal, des salons d'immigration. On a un service également d'accompagnement de nouveaux arrivants. Donc, ce n'est pas tout d'aller les chercher, mais il faut également leur donner le goût d'habiter à Drummondville et de rester ici. Au cours de la prochaine année, nous avons une belle programmation d'activités au niveau du recrutement de main-d'œuvre. Nous allons participer à différents salons de recrutement à l'international, donc 2 missions en France, également 2 missions en Tunisie. Et nous allons aussi, avec vous, les entreprises, participer à des salons de recrutement ici même au Québec, donc le Salon de l'immigration et la Foire nationale de l'emploi qui se tiennent tous les deux à Montréal. Et bien entendu, un classique, nous allons organiser un défi emploi ici en novembre prochain. Alors, les entreprises, le nouveau service attraction de main-d'œuvre a été mis sur pied pour vous. N'hésitez pas à faire appel à nos services. Alors, Julie le mentionne et à juste titre, c'est un bouquet de mesures qui va nous permettre de faire face à ce problème de pénurie de main-d'œuvre. Dans ces mesures-là, on en espère dans le prochain budget du Québec, c'est comment on peut faire en sorte que les travailleurs expérimentés qui ont le goût de travailler encore quelques années ou de donner 2 jours ou 3 jours par semaine, comment on va faire pour les garder au travail? Actuellement, ce qu'on entend, c'est que ces gens-là sont tellement pénalisés fiscalement qu'ils n'ont pas le goût d'aller travailler pour finalement avoir peut-être 10 piastres de plus dans leur poche après 3 jours de travail. Et c'est ça, la réalité. Donc, on souhaite évidemment des mesures de ce côté-là. J'ai parlé à quel point il faut être plus agile au niveau de la mise en place de formation, comment on doit donner davantage de latitude aux institutions scolaires de notre territoire pour développer des programmes qui répondent aux besoins. J'ai parlé aussi du défi de l'automatisation, le défi du manufacturier intelligent.
on est en retard, il faut mieux soutenir nos entreprises qui veulent faire ce virage-là. C'est extrêmement important. Et évidemment, l'immigration, c'est un de ces moyens. Et c'est un moyen qu'on doit simplifier. Et quand je dis simplifier, là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ouvrir les portes et dire « entrez, venez, n'importe qui, c'est pas grave ». C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est avoir des critères précis, se donner de l'efficacité pour les évaluer et prendre des décisions. Quand une entreprise décide d'aller recruter à Paris et qu'elle se dit « bien moi, je vais avoir des besoins dans 18 mois, je suis peut-être mieux d'y aller tout de suite », ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on se fasse dire à Québec que c'est de la faute d'Ottawa, puis à Ottawa que c'est de la faute de Québec. Parce qu'on est souvent à la balle de ping-pong dans ces dossiers-là. Il faut rapidement mettre des mesures en place pour bien faire les choses, être capable d'y arriver. C'est dans ce sens-là que quand on dit au Québec, on veut faire nos choix en immigration en les basant sur les besoins du travail, on applaudit à ça. Parce que c'est extrêmement important qu'on identifie nos besoins et qu'on y réponde rapidement. Alors moi, j'accueille ça favorablement, qu'on se donne cette orientation. Et à Drummondville, je peux vous dire une chose, c'est qu'on accueille bien nos gens. On a la RID qui est un partenaire exceptionnel à ce niveau-là. Et je vous invite d'ailleurs à écouter des immigrants qui sont arrivés, qui se sont installés chez nous. Je suis arrivée au Québec le 6 août 2017. Bon, c'était stressant un peu parce que c'est la première fois que je commence à travailler vraiment dans une manufacture. C'est une autre culture, c'est une autre accent, le langage, c'est pas pareil. Oui, je suis très bonne maintenant. C'est sûr que l'accueil et l'intégration, c'est quelque chose qui est super important dans leur première journée parce que ça fait en sorte que c'est de cette façon-là qu'ils vont se sentir bien dans leur environnement de travail. Fait que c'est sûr que quand on les accueille, on leur explique comment ça va se dérouler la première journée et le restant de la semaine. On va les jumeler également avec un formateur, donc ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils sont vraiment la première semaine, on appelle ça une semaine d'observation. Nous, avec Nanout, on a débuté dans une première cohorte et tout le monde l'a adoré, là, cette personne-là et tous les autres aussi. Il y a les gens qui arrivent de l'étranger, mais il y a aussi les gens qu'on peut aller chercher ailleurs au Québec. Il y a aussi les gens à qui on veut parler de Drummondville d'une meilleure façon que ce qu'on a fait au cours des dernières années. Et donc, avec notre service des communications, avec la Société de développement économique, on travaille à l'idéation d'une campagne, d'une vaste campagne pour faire connaître Drummondville. C'est une des recommandations de notre comité qui a réfléchi à la tertiarisation de l'économie. On veut que les gens puissent choisir Drummondville en ayant une bonne idée de ce qui se passe chez nous. Alors, il y a d'ailleurs 2 vidéos qui ont été tournées récemment. Une qui s'adresse davantage aux entreprises, aux investisseurs, et une autre à la population qui serait invitée à choisir Drummondville. C'est des vidéos 360 qui ont été faites dans notre région par un partenaire important, Synaptique. D'ailleurs, à la sortie tout à l'heure, il y aura des lunettes que vous pourrez porter. Ceux qui veulent, évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde. Si vous voulez attendre, on va être là tant que vous voudrez. Mais vous pourrez regarder une de ces 2 vidéos-là et voir, hein, on bouge la tête comme ça et c'est comme si on y était. C'est magnifique. On va vous en montrer une de ces 2 vidéos-là. Évidemment, ce n'est pas pareil à l'écran que ce que vous verrez avec les lunettes, mais je vous invite quand même à jeter un coup d'œil sur la vidéo qui sera présentée aux travailleurs qui sont intéressés par Drummondville. Bonjour, mon nom est Gabriel Palardy, fier citoyen de Drummondville. Pour les 2 prochaines minutes, je serai votre guide. On va visiter quelques attraits de notre belle ville. Bonjour, je suis Alexandre Cusson et j'ai le privilège d'être le maire de Drummondville, une ville située en plein cœur du Québec, à moins de 90 minutes de Québec et Montréal. Une ville en situation de quasi plein emploi où la qualité de vie est une priorité. Bonne visite. À Drummondville, les gens sont heureux. Et ce, pour plusieurs raisons. Vous avez accès ici à un centre-ville chaleureux et dynamique où les familles et célibataires s'y retrouvent. Ils retrouvent de tout surtout. Spectacles, bistrots, événements en plein air. Et la nature est abondante avec nos 140 parcs et boisés urbains. Tout ça avec une magnifique rivière Saint-François. La culture fait aussi partie du quotidien. Ici, dans notre magnifique bibliothèque municipale inaugurée en 2017, toutes les générations s'y donnent rendez-vous pour s'amuser, apprendre, lire ou encore relaxer. Et la culture se traduit aussi par la Maison des Arts, qui est tout aussi exceptionnelle, où se produisent les meilleurs spectacles du Québec.
Drummondville offre également tout ce qu'il faut pour bénéficier de la meilleure formation qui soit. Un tout nouveau campus universitaire en plein cœur de la nature, un cégep pour l'enseignement supérieur, plusieurs écoles de formation professionnelle et nos institutions publiques et privées pour l'enseignement des niveaux primaires et secondaires. Ici, tout est mis à votre disposition pour vivre une vie des plus actives. Un complexe sportif ultramoderne, une patinoire réfrigérée en plein cœur du centre-ville, un vaste réseau de pistes cyclables, une plage publique, la location d'embarcations nautiques et plusieurs terrains pour pratiquer vos sports favoris, comme le tennis, le volleyball, le basketball, le soccer, le baseball, le disque golf, le shuffleboard et plusieurs autres, comme une piste de BMX parmi les plus imposantes au pays. Devenez Drummondvilloise et Drummondvillois et vous aussi soyez de ces gens heureux. Drummondville est en pleine croissance et nos entreprises et commerces ont besoin de vous. On vous attend. Donc, vous avez ici ces lunettes-là qu'il faut... Là, je ne le ferai pas parce que je pourrais tout briser. Mais donc, quand vous les portez, vous vous tournez et c'est comme si vous y étiez. Alors, je vous invite, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'essayer ça déjà, ça se fait chez nous. C'est magnifique, là. On n'a pas commandé ça à Sherbrooke ou on n'a pas commandé ça à Gatineau. Ça vient de la MRC Drummond, Synaptique. Alors, bravo et jetez un coup d'œil avant de quitter tout à l'heure. Mais évidemment, si on veut mettre de quoi dans ces lunettes-là, il faut qu'il y ait de la qualité de vie. Il faut que ce qu'on annonce, c'est ce que les gens trouvent quand ça arrive chez nous. Certains diront... Il faut que les bottines suivent les babines. Et c'est pour ça que la qualité de vie, la création de bonheur, c'est notre priorité. C'est notre priorité, entre autres, dans nos choix d'infrastructures. Évidemment, on a été très, très heureux en 2018 d'enfin concrétiser cette annonce d'un nouveau complexe sportif, le complexe sportif Girardin. J'en profite pour remercier les frères Steve et Dave Girardin qui nous ont appuyés dans ce projet-là. On a eu la confirmation au mois d'août d'une subvention du gouvernement du Québec de 7,5 millions pour ce projet-là. C'était la subvention maximale dans le cadre du programme dans lequel on avait appliqué. Donc, on était évidemment très, très heureux parce que c'est un besoin. Besoin d'une glace, parce qu'on a énormément de jeunes, des dizaines de jeunes à Drummondville qui vont jouer au hockey à Saint-Léonard-d'Aston, qui vont jouer au hockey à Actonville, à Richmond, parce qu'on manque de glace. On vous parle de réduction des gaz à effet de serre, on vous parle de mobilité durable, mais on vous dit de mettre vos enfants dans l'auto à 5h30 le matin pour aller à Actonville, ou on vous dit, bien, si vous voulez de la glace à Drummondville, bien, vous allez en avoir, mais vous arriverez de bonne heure, là, très, très tôt le matin, puis la journée d'école après, c'est pas grave. Ou vous autres, les adultes, puis avant minuit, minuit et quart, on pourrait avoir des heures de glace de qualité pour vous autres. Donc, on a ce besoin d'une nouvelle glace qu'on va combler par ce centre sportif. Également, une piste d'athlétisme intérieure, et ça, c'est beaucoup venu grâce à la contribution de Girardin parce que c'est une demande qu'on avait du milieu d'ajouter à ce projet-là. Et une surface intérieure pour différents sports, le baseball, le soccer, etc. Et là, ici, je vais me permettre de vous expliquer quelque chose. Je vais vous parler des dimensions de ce terrain de soccer ou baseball ou autre. Parce que c'est important de vous expliquer que quand on fait des choix à la Ville de Drummondville, on ne les fait pas sur le rêve. On fait nos choix sur une réalité, sur l'utilisation qu'on va en faire. Donc, il y a quelques années, on a dit, bien, on a-tu besoin d'un terrain à 9 ou d'un terrain à 11? Le terrain à 11, il va servir quand? Bon, on nous a dit, bien, le terrain à 11, il va servir quand on aura besoin d'un terrain à 11, c'est-à-dire à peu près dans 1% des matchs de soccer au Québec. Ah, on pourrait peut-être recevoir des compétitions, ça c'est le fun, mais la priorité pour nous, quand on bâtit des infrastructures sportives, c'est la pratique du plus grand nombre. Vous comprendrez qu'on ne prendra pas l'argent dans vos poches pour recevoir le Québec. De temps en temps, oui, on va recevoir le Québec, mais ce n'est pas la priorité. Et on a dit, bien parfait, alors si on y va avec un terrain comme ça, il va être occupé quel pourcentage du temps? Alors, l'étude des professionnels, le groupe BC2, là, qui n'a rien à livrer à personne, ce groupe-là a rencontré les différents groupes sportifs, les associations sportives, où il y a évidemment des conseils d'administration qui changent avec les années, qui oublient peut-être de se dire qu'ils ont donné leur opinion, puis etc. Et là, on nous a dit, bien écoutez, si vous y allez avec un terrain à 9, 2 terrains à 7, il va être occupé 51 du temps. Bon, il y a place à la croissance, c'est intéressant. Mais si vous faites un terrain à 11, il va être occupé moins de 30 du temps.
si vous bâtissez un immeuble chez vous pour vos employés, pour vos enfants, dans les écoles, vous allez vous demander ça va être quoi l'achalandage. Vous allez dire, bon, on va faire des choix logiques avec ça. Donc, la recommandation des professionnels à ce moment-là, c'était, comme le soccer à 11 se pratique surtout à l'extérieur, et très rarement on va prendre l'ensemble du terrain pour jouer à 11, bien, allez-y avec un terrain à 9 et vous allez répondre à ça. Le Drummondville Olympique était d'accord, l'Association de soccer était d'accord à ce moment-là aussi, et c'est le choix qu'on a fait. C'est aussi le choix de dire que le jour où on va louer ça à des groupes, bien évidemment, si on loue plus grand, bien, ça va coûter plus cher. Donc, si on loue plus petit, on va être capable de faire un coût plus avantageux pour les gens parce qu'après ça, il faut l'entretenir, il faut le chauffer, etc. Alors, ce complexe sportif-là, c'est le choix qu'on a fait. Cette année, quand on a eu la subvention, il y a des gens qui nous disent « Ah, y avez-vous pensé? Est-ce que c'est le bon choix? » Alors, moi, j'ai dit aux gens à la Ville, écoutez, l'étude est là, elle est pertinente, j'y crois. Mais j'aimerais ça que vous validiez quelque chose. Premièrement, Drummondville est en croissance. Est-ce qu'il y a plus de joueurs qu'il y en avait en 2014 quand on a fait l'étude? Puis si on décidait, parce qu'il est bâti pour être agrandi plus tard, de l'agrandir, est-ce que ça va coûter 2 fois plus que ce que ça coûterait maintenant pour l'agrandir? Et dans ce cas-là, il faudra peut-être y penser. En première réponse, on nous a dit l'écart de coût n'est pas très important. Si vous l'agrandissez, puis si vous le faites maintenant, ça va se ressembler. Bon, alors, ça va. Mais qu'en est-il maintenant des besoins? Est-ce que le 51 du soccer à 9 ou le 20 quelques % du soccer à 11 est encore bon? Alors là, on m'est revenu en disant qu'au Québec, la pratique du soccer avait diminué au cours des dernières années, une baisse d'à peu près 5 %. Ah, ça ne me dérange pas. Drummondville maintenant. Et c'est là que ça devient inquiétant. Parce qu'à Drummondville, pendant cette période-là, la fréquentation ou les inscriptions au soccer ont diminué de 25 %. Alors, vous comprendrez que s'il y a 4 ans, un terrain à 9 était suffisant, s'il y a 25 % de moins de joueurs aujourd'hui, la décision est assez facile à prendre. Et c'est ça la décision qu'on a prise. Parce que si, à chaque fois, on va à la Cadillac des Cadillacs, bien, à la fin, c'est peut-être 2 projets de moins pour l'ensemble de la communauté. Et c'est ça le choix qu'on a fait sur la grandeur du terrain. C'est la gestion de chaque dollar qu'on va chercher dans vos poches, un dollar utile, pas un dollar qu'on va utiliser à 25 à 26 %. Et là, on a dit à notre partenaire, bien, ça serait peut-être le fun qu'on regarde pourquoi ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau du soccer à Drummondville? Et là-dessus, les gens du Drummondville Olympique sont aux aguets. Le service des loisirs aussi est là. Et si on réussit à inverser cette tendance-là, bien, assurément qu'on sera là pour soutenir la croissance. Mais actuellement, malheureusement, le besoin n'y est pas. On pourrait aussi bâtir un 2e centre expo à côté. Ça serait bien beau, puis je suis certain que Martin serait content. Sauf que le besoin n'y est pas. C'est ça la réalité avec laquelle on doit composer. C'est ça notre principe, le plus grand nombre. Et c'est le même genre de décision, le même genre d'optique qu'on a adopté quand il a été question d'un choix pour la pratique du hockey. On a dit la nouvelle glace est la priorité. La priorité suivante, ce sera la rénovation de Marcel Dionne. Parce que Marcel Dionne a été bâti il y a maintenant plus de 50 ans. Il y a des travaux qu'on doit y faire. Agrandit pas, il faut mettre 10 à 12 millions dans Marcel Dionne au cours des 3 à 5 prochaines années. Maintenant, il y a des besoins. On le sait, on a la chance d'avoir, moi je pense que c'est la meilleure équipe de hockey junior au Québec actuellement. Les Voltigeurs, Rouen, là, ça va planter ça bientôt. Je l'ai dit à la mairesse tantôt, en fin d'après-midi, ils n'ont pas de chance, ils ont trop gagné pendant l'année, on va s'occuper des séries. Maintenant, c'est quoi nos besoins? On a fait le même genre de réflexion il y a quelques années. On en est arrivé à la conclusion que pour Drummondville, le meilleur choix, c'était de transformer Marcel Dionne plutôt que d'aller vers un aréna neuf. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que le coût de l'agrandissement, si on considère qu'il y a 10 à 12 millions à mettre pour l'entretien, est autour de 15 millions supplémentaires. Et qu'est-ce qu'on fait avec 15 millions supplémentaires? Bien, on augmente de plus de 1000 places la capacité. On ajoute 10 pieds à la glace pour avoir une glace qui fait 200 pieds plutôt que 80. On transforme les vestiaires qui doivent être transformés. On est d'accord avec ça.
On modifie l'aire d'accueil, de restauration, qui est l'enfer. On se pile ses pieds, c'est vieux, il faut faire de quoi. On ajoute 10 loges à chaque extrémité, on amène les bancs du même côté, on fait ce qu'il faut faire. Et on le fait en respectant la capacité de payer. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a des exigences. On est d'accord avec ça. Vous avez probablement lu l'Express en fin de semaine. Moi, j'ai été content de le lire dans l'Express parce que la rencontre que j'avais eue avec le commissaire quelques minutes avant de lire l'article, ce n'était pas le même sujet. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, il y a peut-être 2 Gilles Courteau. Je n'ai pas rencontré le même que Jonathan Béchy. Mais ceci dit, on doit faire des choix. On nous donne l'exemple, par exemple, de Gatineau qui va bâtir un superbe aréna à 60 millions. Gatineau, 3,7 fois la population de Drummondville. Est-ce que vous pensez que ça va coûter 3,7 fois moins de bâtir un aréna à Drummondville? Non. On va juste être moins nombreux à se partager la facture. C'est ça, la réalité. Alors, on a dit 60 millions dans un aréna neuf, ça compromet d'autres projets à la ville. Est-ce que ça va être l'usine de traitement d'eau ou ça va être l'aréna pour peut-être avoir une fois en 50 ans la Coupe Memorial? Est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que ça va coûter aux gens de Drummondville? Bien, moi, je vais vous le dire ce que ça coûterait aux gens de Drummondville, un aréna de 60 millions avec 5 000 sièges. La taxe, appelons-la la taxe Courteau, c'est une taxe de 80 à 100 $ par année par maison moyenne pendant 25 ans. Donc, si votre maison vaut 200 000 $, ça vous coûte 100 $ par année. Puis, bon, vous êtes tous bons en mathématiques, vous multipliez, ça vaut 400 000, ça vous coûte 200 par année. C'est une taxe que les Drummondvillois, moyens, n'ont pas les moyens de se payer. Ils n'ont certainement pas les moyens qu'on sacrifie d'autres projets pour l'ensemble de la communauté. C'est ça le choix qu'a fait votre conseil municipal. Et si un jour, votre conseil, là, puis moi je prends l'engagement, si un jour je pense qu'il faut bâtir cette aréna de 60 millions-là, bien j'appellerai un référendum pour savoir si vous êtes prêt à payer la taxe Courteau. Jamais je vous imposerai la taxe Courteau et jamais mes collègues du conseil voudront le faire. Et ça, on l'a même validé, on en a reparlé pas plus tard qu'hier pour s'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde là-dessus. Ce qu'on veut, ce sont des infrastructures sportives efficaces, des infrastructures à la fine pointe. Mais on est capable de le faire à partir de ce qu'on a et on est surtout capable d'en faire plus qu'une parce qu'on fait des choix réalistes. On fera des choix... On fera des choix également au niveau du baseball. On a 2 projets de baseball sur la table, sur la planche à dessin, parce que là, il y a eu, au contraire, une croissance du nombre de joueurs de baseball, quand même assez importante au cours des dernières années. Alors, notre stade, là, on s'entend, lui-ci, il a besoin d'amour. Notre stade, il n'était pas sur notre terrain. Là, on a une entente avec la commission scolaire. Dans nos échanges, on va récupérer ça. Donc là, on va investir. Mais notre première priorité, ça ne sera pas d'investir sur le terrain où quelques équipes vont jouer. Notre priorité, ça va être d'investir sur un complexe 4 terrains pour la pratique des jeunes, pour la pratique des ligues adultes, où il y a le plus de gens possible qui y vont. Travailler sur la qualité de vie de l'ensemble, c'est ça. Et donc, on est en train de développer le concept du complexe de 4 terrains et par la suite, on verra comment on va donner de l'amour à notre stade Jacques-des-Hôtels. 2 autres projets importants qui cheminent, c'est celui de la promenade multifonctionnelle, qui est un projet, évidemment, qu'on va livrer au cours de l'année 2019. C'est un projet extrêmement important pour Drummondville, 2,5 km à partir du port de la Traverse jusqu'au parc des Voltigeurs et aussi une amélioration des infrastructures entre les 2 ponts pour permettre aux gens de se retrouver, profiter du plein air, de beaux arbres, etc. Donc ça, c'est un projet important, comme celui de présenter les Jeux du Québec en 2022. Et pourquoi les Jeux du Québec? Vous allez dire, bien là, on vient de dire le plus grand nombre. Oui, justement. Parce que si on regarde l'impact qu'ont eu les Jeux du Québec hiver à Drummondville en 2015, ça a donné du gaz, ça a donné le goût à nos organismes qui travaillent pour les jeunes dans ces sports-là. Et là, on dit, mais pourquoi ceux
dont les sports sont présentés l'été, ces associations-là ne pourraient pas profiter aussi de cet afflux d'énergie. Alors, c'est pour ça qu'on travaille, on est là comme ville candidate avec 2 autres villes, la ville de Rimouski et la ville de Châteauguay. Évidemment, on leur dit déjà, meilleure chance la prochaine fois. C'est quand même des gens gentils, on les apprécie, mais on n'a pas l'intention de les laisser nous devancer. On a des projets importants aussi au niveau culturel. Vous savez, on travaille sur la salle Cabaret, une salle pour présenter des spectacles autrement que dans la magnifique salle qu'on a déjà à la Maison des Arts, mais vraiment un peu plus up-to-date, quelque chose assister à un spectacle debout. Hein? Il y a des spectacles qu'on va voir, on a moins le goût d'être assis, d'autres, c'est le contraire. Donc, la Maison des Arts fait un travail phénoménal de ce côté-là et je tiens à le souligner. On est vraiment là à l'étude des sites et je vous donne en mille que actuellement, les sites qui sont étudiés sont des sites qui se retrouvent en plein centre-ville, dans le cœur du centre-ville actuel, et c'est là qu'on veut aller installer la prochaine salle de spectacle qui se développera à Drummondville. Alors, on espère qu'au cours de la prochaine année, ou rapidement, on aura des annonces à faire. Évidemment, l'outil de notre développement culturel au cours des dernières années, c'est notre bibliothèque municipale. Notre bibliothèque municipale qui, en 2018, a reçu 391 000 personnes, 391 000 entrées, 5,07 entrées par habitant, par résident de Drummondville, entrée physique. C'est 11 de plus que Brossard et c'est 100 de plus que Saint-Jérôme, des villes de taille comparable. Le nombre d'abonnés a augmenté de 71 depuis l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque à 32 000. On a fait près, on est à 391 prêts, d'atteindre le 600 000 prêts. C'est une augmentation de 48 depuis 2016. Le nombre d'activités a doublé. Le nombre de participants est de 6 200. Ça a augmenté de 42 et on a un taux d'occupation dans les activités qu'on présente entre 80 et 86 sur les groupes d'âge. Donc, évidemment, c'est extraordinaire. On en est très heureux. Les parcs occupent aussi une place importante dans la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. On a un plan quinquennal, on a un plan pour 5 ans, 10 millions de dollars pour améliorer nos parcs, pour les verdir, pour améliorer le mobilier, pour avoir des jeux d'aujourd'hui, des jeux qui sont plus près des besoins des jeunes, qui ont changé, qui tiennent compte de l'âge, de l'évolution des différents quartiers. Donc, cette année, entre autres, la première phase du parc de la Seigneurie dans le secteur de la commune, où il y a eu, sous l'impulsion de mon collègue William Morales, une consultation publique récemment. On réfléchit avec les gens sur leurs besoins. Il y aura différentes phases. On a déjà en tête d'arriver dans ce parc-là avec notre 2e patinoire extérieure réfrigérée. Et on sait qu'il y en aura d'autres à Drummondville au cours des prochaines années, parce qu'avec l'adaptation au changement climatique, c'est aussi une réalité. Parce que je vous ai parlé de 14 redoux tout à l'heure. Les redoux, on pourrait les faire compter par les gars et les filles qui déneigent les patinoires, qui les arrosent, les patinoires extérieures, entre autres, soutenus par nos centres communautaires. Alors, il y a des investissements importants pour adapter nos parcs, pour les moderniser. On veut faire pareil et on fait pareil avec nos piscines. La prochaine piscine, celle qui va devenir une piscine signature pour Drummondville, c'est la piscine du Parc Wadiat. Il y a des travaux importants qui sont prévus là au cours de la prochaine année. Ma collègue Catherine Lassonde, qui est la conseillère du centre-ville, a travaillé très fort avec le service des loisirs pour développer le concept avec les gens du réseau aquatique également. C'est plus de 6 000 personnes qui sont allés en 2018. Puis peut-être que vous autres ici, vous avez pas mal des piscines dans vos cours. Mais quand on travaille pour le monde, quand on travaille pour la qualité de vie de ces gens-là, bien souvent, nos gens qui habitent dans des appartements où il n'y a pas l'air climatisé l'été, c'est ces gens-là qui ont le goût d'aller à la piscine. Bien, on veut leur donner aussi un milieu de vie agréable, un milieu de vie intéressant. Donc, 6 corridors de nage, évidemment, un système de filtration, dernier cri, des plongeons 3 mètres, 5 mètres, niveau système de chauffage, parce que cette piscine-là, vous savez, elle est en contrebas, donc elle est plus difficile, on a plus de difficultés à garder l'eau chaude. Donc, il y aura évidemment des investissements de ce côté-là. Des investissements aussi au niveau des vergers urbains. Un 2e verger urbain va voir le jour cette année dans le secteur du Vigneron. J'ai eu énormément de bons commentaires de la population cet été sur les fines herbes qu'on a plantées dans les boîtes à fleurs du centre-ville où les gens pouvaient aller se servir. Vous l'avez peut-être pas remarqué. Vous aviez le droit, ce n'était pas de l'herbe à poux, ce n'était pas du cannabis, c'était clairement des fines herbes que vous pouviez aller chercher. Donc, je vous encourage à continuer à y aller. Il y aura en 2020 un 3e verger urbain, le lieu est à déterminer.
on invite les gens à les cueillir, mais aussi, on vient chercher ce qu'il y a pour soutenir, entre autres, le comptoir alimentaire qui fait un travail extraordinaire chez nous. Évidemment, la qualité de l'eau, c'est une préoccupation de tous les instants. Je vous ai dit l'année dernière qu'on réfléchissait, est-ce qu'on doit bâtir une nouvelle usine? Est-ce qu'on doit rénover l'usine actuelle? On a pris une décision au cours de la dernière année, c'est celle de bâtir une nouvelle usine. Premièrement, le coût était semblable. Avec l'évolution, l'analyse, on nous disait que le coût était semblable. Bâtir une nouvelle usine plutôt que rénover, c'est réduire le risque de dépassement de coûts, hein, parce que quand on essaye de travailler dans quelque chose qui est déjà là, des fois, on a des mauvaises surprises. C'est aussi plus risqué d'avoir des coupures de service pendant les travaux. Puis l'eau, c'est comme essentiel. Donc, les coupures de service, là, la gang à la ville en veut pas trop. Ce n'est pas ce qu'on vise. Donc, ça vient réduire les risques et ça vient diminuer de façon importante les délais de construction. Parce que là, on bâtit, on continue et à la fin, on fait juste... Bon, moi, je vais dire juste, là, les ingénieurs dans la salle vont dire que c'est peut-être plus simple que ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va nous demander d'aller tout simplement tourner quelque chose, une manivelle, puis ça va être terminé. Ça va être plus compliqué que ça. Ça sera plus fiable, plus efficace, plus robuste. C'est un projet de 70 millions de dollars. On espère finaliser au cours de l'année le montage financier. Il y a des programmes de subventions qui s'en viennent. On est déjà en train de préparer les plans et devis. Les appels d'offres sont faits. Et fin 2020, on devrait aller en appel d'offres pour la construction d'une usine qui serait mise en service à la fin 2023. Ça vous paraît loin? C'est demain. Et surtout, si on avait choisi de rénover, ça aurait été 4 ans de plus. Alors, c'est important pour nous. Je veux souligner aussi l'implication dans la qualité de vie de nos centres communautaires. J'ai vu plusieurs personnes qui sont ici ce soir. Ces gens-là ont des beaux projets et contribuent de façon exceptionnelle à la qualité de vie des gens. Par exemple, je pense au centre communautaire Saint-Pierre qui a fait l'acquisition de l'église à côté, qui va transformer l'église au cours des prochaines années. Au magnifique projet de relocalisation du centre communautaire Claude-No dans le secteur Saint-Nicéphore, qui est travaillé de main de maître par le conseil d'administration là-bas, très bien soutenu par mes deux collègues du conseil, Daniel Pelletier et Stéphanie Lacoste. Il y a beaucoup de travail qui se fait là-bas. C'est un projet qu'on soutient. Le centre serait déménagé près du parc Boisbriand, vraiment dans le cœur. Là. Où sont nos jeunes à Saint-Nicéphore? On parle de mobilité durable. Bien évidemment, si on demande aux jeunes familles d'être constamment à traverser le boulevard Saint-Joseph, etc., c'est plus difficile parfois. Donc, on veut se rapprocher des familles. Il y a des beaux projets également avec le centre communautaire Drummondville-Sud, avec qui on travaille de près. Les autres centres, que ce soit le centre Pierre-Lemaire, que ce soit Loisirs Saint-Joseph, que ce soit les gens du centre Saint-Tras-Saint-Charles, le centre récréatif Saint-Jean-Baptiste, partout, ces gens-là font un travail exceptionnel. Et en votre nom, je tiens à leur dire merci. Les centres communautaires contribuent mieux que n'importe qui à valoriser nos quartiers. Et ça, c'est un autre engagement qu'on a pris au cours du prochain mandat, de bien valoriser nos quartiers. On le fait, exemple, avec le quartier Saint-Joseph. Au tout début de l'été, on va déjà livrer la première phase des travaux de revalorisation du quartier Saint-Joseph, revitalisation urbaine intégrée. Il y aura un nouveau skatepark, des jeux d'eau, des jeux secs, une surface multisport, des aménagements paysagers, tout ça près du marché public où on va aussi venir améliorer toute l'expérience en lien, entre autres, avec le stationnement et tout ça. Il y a des beaux projets dans ce secteur-là. Mon collègue Alain Martel, il tient beaucoup. Et je pense qu'il va continuer de bien nous surveiller là-dessus pour qu'on livre au cours des prochaines années le travail. On a du travail à faire aussi. On a lancé au dernier conseil une réflexion sur le secteur Saint-Joachim. Le secteur Saint-Joachim qui est représenté par notre collègue Cathy Bernier au conseil. C'est un noyau villageois ou un joyau villageois, c'est selon, à quelques kilomètres de la ville. Chaque fois que je vais à Saint-Joachim, je me dis, probablement que si j'étais en Europe ou ailleurs, je m'arrêterais au bord du chemin, je prendrais des photos, je mettrais ça sur Instagram, partout. Et là, on l'a dans notre cours, puis on ne le sait pas. Donc, on veut réfléchir avec les gens de Saint-Joachim d'abord sur Saint-Joachim en 2030, c'est quoi? Hein? Comme disait Patrick Bruel, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. On a mis aussi en place récemment un programme pour le nettoyage des graffitis. La Ville dit, j'ai un immeuble, on fait des graffitis dessus,
Des fois, on dit, c'est-tu encore à moi à payer, etc. Puis ça vient un petit peu ternir l'image de notre ville, de notre centre-ville. Alors, notre souhait, c'est que les gens portent plainte pour faciliter le travail de la police. Et si les gens font ce bout-là, bien nous, on va aller les nettoyer par la suite. C'est un programme qu'on vient de mettre en place. Tout ça, c'est pour contribuer à améliorer l'expérience au niveau des citoyens. Mais ça, l'expérience citoyenne, c'est la qualité des services, c'est l'accueil, c'est l'évaluation. Alors, dans notre planification stratégique 2017-2022, on en a fait une priorité, la question de l'expérience citoyenne. 2 projets. Participation citoyenne, j'en parlerai tantôt brièvement, mais également centralisation du service aux citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que depuis octobre dernier, l'ensemble des gens des services travaillent fort pour réaliser une transformation organisationnelle sur la façon dont on va répondre à vos besoins, dont on va répondre à vos demandes, à vos priorités. C'est un projet qui va voir le jour en 2020, comme on l'avait prévu. Ça paraît peut-être simple, hein? Vous avez juste à ramener tout le monde, c'est ça, centraliser. C'est beaucoup plus que ça. Qui va être gagnant? Bien évidemment, c'est la population, c'est vous qui allez être gagnant. Qu'est-ce que ça va changer? Bien, on est convaincu que vous allez avoir un service qui est plus rapide, un processus qui est plus simple, une prestation qui est plus efficace, une relation, une expérience qui, somme toute, sera plus agréable quand vous allez communiquer avec nous. Je vous disais que des fois, je me sentais un peu comme la balle de ping-pong entre Québec et Ottawa. Puis on sait que des fois, vous vous sentez aussi la balle de ping-pong entre nos services à la ville, puis c'est long, puis vous attendez, puis etc. Ce qu'on veut, c'est améliorer ça. Donc, de quelle façon? Une seule porte d'entrée à la ville, un seul numéro de téléphone, 311. C'est facile à retenir. Faites pas 911. Le service va être rapide, mais peut-être que ce ne sera pas le service que vous attendez. 311, vous communiquez là, et là, on sera capable de vous répondre. C'est un point de service unique. À l'exception, évidemment, des services de la bibliothèque publique, parce que vous comprendrez qu'on ne vous demandera pas de passer à l'hôtel de ville ou d'appeler au 311 avant d'aller à la bibliothèque. Le service d'urbanisme, qui est finalement le service physiquement voisin, et la Cour municipale également, qui va continuer d'exister. Alors, peu importe le moyen que vous allez choisir pour communiquer avec nous, c'est la même gang qui va y répondre, donc qui a les mêmes renseignements, qui va connaître l'ensemble des informations à vous donner, que ce soit par téléphone, que ce soit en personne, par courriel, sur Facebook, sur Twitter. C'est le même service, simple, rapide, efficace et surtout agréable. Alors, vous allez pouvoir en même temps, d'un seul coup, nous signaler un nid de poule. Ça peut arriver. Nous parler, vous avez besoin d'un nouveau bac vert, nous demander un permis pour une vente de garage, des questions sur la carte accès loisirs. Ça, c'est un ensemble d'informations. Et comment on va y arriver? Bien, c'est en mettant en place une division expérience citoyen qui va relever du service des communications. Alors, on va avoir des gens qui vont se retrouver là, 10 personnes, un chef de division, un coordonnateur et 8 spécialistes en expérience citoyenne. Il y a des postes qui sont transformés. Hein, c'est intégré. Ce n'est pas tout du nouveau monde qu'on va vous demander de payer. Il y a des postes qui sont intégrés, il y a des postes qui sont ajoutés. On va aménager des nouveaux comptoirs de services dans le hall de l'Hôtel de Ville pour amener tous ces gens-là dans un même endroit, convivial, chaleureux, qui est personnalisé. Il y aura le dossier citoyen, un dossier sécurisé, où vous aurez tous les renseignements qui sont importants pour vous, que ce soit quand vous voudrez connaître, par exemple, les dates pour l'installation d'un abri temporaire, la réglementation pour le stationnement de nuit l'hiver. Il y aura là tous les renseignements, vous pourrez les obtenir comme vous le voulez, avec du personnel formé, du personnel qui aura toute l'information, du personnel de première ligne. Je vous le dis, mieux formé, mieux outillé. C'est ça l'engagement qu'on prend. Et donc, on va aussi, avec le temps, ajouter des sondages de satisfaction. On va vous demander, est-ce qu'on vous a bien répondu? Est-ce que c'était correct? Est-ce que ce qu'on vous a dit, ça répond aux questions que vous nous avez posées? Alors, il y aura évidemment aussi, dans les prochains mois, un sondage où on vous demandera comment vous appréciez les services actuels. On espère que vous les appréciez, mais ne soyez pas trop positifs pour qu'on puisse s'améliorer quand on fera une évaluation dans 1 an ou dans 2 ans. Non, je pense qu'il faut dire la vérité pour nous aider à identifier les besoins que vous avez et comment on va les soutenir. Alors, ce soir, je vous avais gardé 1 ou 2 nouvelles là-dessus. D'abord, les heures d'ouverture. Il y a quelques années, votre conseil a dit
les gens veulent venir à l'hôtel de ville le midi, puis ils ne sont pas capables. On ne peut pas leur demander de prendre congé du travail pour venir payer leurs taxes ou encore pire, payer des amendes. Donc, on a ajouté l'heure du midi. Maintenant, bien, ce que je vous annonce, c'est qu'à compter de 2020, les heures d'ouverture de ce guichet unique pour la population, si vous avez le goût de venir physiquement, bien, ça sera ouvert du lundi au jeudi de 7 h à 19 h et le vendredi de 7 h à 16h30. On veut être là, disponible pour vous, quand vous avez besoin de nous parler, quand vous avez besoin de nous rencontrer. Et il y aura un service 24 heures sur 24, 365 jours par année, aussi un service amélioré avec différentes plateformes que vous pourrez utiliser. Et ça, je peux vous dire une chose, il s'est fait un travail exceptionnel là-dessus. Le service des communications, l'ensemble des services de la Ville, un comité d'élus également, et je salue la présidente du comité Expérience citoyen, Annick Bellavance, qui, avec son équipe, a mené ce dossier-là pour faire en sorte qu'on respecte les délais, les échéanciers qu'on s'était fixés. D'autre part, la participation citoyenne. Ce qu'on veut au cours de la prochaine année, c'est mettre en place une politique qui nous dit quand est-ce qu'on consulte les gens, sur quoi on les consulte, de quelle façon on les consulte, puis on va vous le demander aussi, ce que vous voulez. Parce que la consultation, ce n'est pas une période de questions à la fin du conseil. Écouter les gens, c'est beaucoup plus que ça. On a mis en place, au cours des dernières années, beaucoup de soirées, beaucoup de rencontres pour vous écouter. Écoutez, il y avait ici dans la salle plus de 400 personnes il y a quelques mois pour le plan de la Fortissimo. C'est incroyable. Donc, on veut encadrer ça, on veut mettre en place des moyens qui sont standardisés, qui vont faire en sorte qu'on ne pourra pas dire « Ah, bien là-dessus, ils n'ont pas consulté parce qu'ils ne voulaient pas avoir notre avis ». Non, on va vous dire « Voici sur quoi on va vous consulter et quand on va vous consulter ». Et au cours des prochains mois, on sera déjà à établir les balises de ce côté-là. Et j'en parlais il y a quelques instants, et ce sera un des derniers points que je vais aborder ce soir, c'est toute la question de la Fortissimo. Fortissimo, un site d'1 million de pieds carrés en plein centre-ville. Vous pensez peut-être que je ne suis pas objectif, mais on m'a quand même confirmé que ce que je vous dis est vrai. C'est qu'il n'y en a pas de ville au Québec qui ont 1 million de pieds carrés à redynamiser, à transformer au centre-ville. On est particulièrement choyé. C'est un projet qui est extrêmement structurant parce que la Fortissimo, ça se retrouve à proximité de tout. Dans un rayon de 5 minutes, 10 minutes de marche, 15 minutes de marche, vous avez tout. Vous avez les épiceries, vous avez la gare, vous avez le terminus urbain, vous avez la bibliothèque municipale, vous avez des écoles, vous avez l'hôpital, vous avez tout. Vous avez même la SAQ à proximité. Il n'y a rien qui manque autour de ça. Donc, il ne faut pas manquer notre coup parce qu'on est les seuls à avoir un espace comme ça. Alors, on a commencé dès 2014. Avis de réserve sur les terrains. Ça veut dire, nous, là, ces terrains-là, vous ne ferez rien sans nous en parler, on va les acheter. C'est ce qu'on a fait. Et là, on arrive avec l'adoption du plan final. Moi, je veux vous dire, et je l'ai mentionné tout à l'heure, on a travaillé là-dessus avec 2 professionnels incroyables. Le seul mot qui me vient en tête quand je pense à Jérôme Lapierre et Pierre Thibault, c'est « wow ». Ces gens-là ont écouté, ces gens-là ont pris des notes, ils ont vraiment cherché avec nous à identifier nos besoins. Alors évidemment, autour de ça, on a fait 2 grandes consultations. On a également fait des études sur le sol, sur l'état des bâtiments qui étaient sur le terrain, des études financières aussi. Qu'est-ce que ça va coûter? Comment on va le financer, etc. Il y a des centaines de personnes qui ont participé à ces étapes-là. Alors, l'objectif, ce qu'on demandait à nos consultants, c'était simple. C'était de faire de la Fortissimo un modèle de vie diversifié, un modèle à échelle humaine qui mise sur les meilleures pratiques de développement durable d'aujourd'hui et de demain. Hein, on veut voir plus loin que 2021 ou tout ça. On dit dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui va être gagnant? Est-ce qu'on peut identifier ça? Par ailleurs, le concept doit célébrer l'authenticité du lieu, cultiver une ville vivante, créer un milieu de vie qui est orienté sur les gens, qui est agréable à vivre et où on peut passer du bon temps. Alors, finalement, le plan qu'on a adopté, le plan final, je dirais, qu'il faudra maintenant développer parce qu'il est loin d'être prêt au développement. On va impliquer les gens du milieu, les professionnels du milieu et on va avancer au cours des prochains mois, des prochaines années. Bien, on y retrouve un peu ce qu'on aimait de la coulée verte qui a été présentée puis ce qu'on aimait des jardins habités. Et avec ça, on a fait ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on pense, du moins. Les grands principes, les lignes directrices qui ont été retenues, bien, d'une part,
Favoriser une cohérence globale dans la composition architecturale des immeubles. Cohérence globale, ça ne veut pas dire tout pareil, surtout pas tout pareil, mais une cohérence, quelque chose qui s'intègre bien, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est agréable. Et je pense qu'on va réussir. Un plan directeur qui doit célébrer la mémoire du lieu dans la conception du quartier. On ne peut pas, là, tout d'un coup, dire que ce qu'il y a eu là, on ne veut plus s'en rappeler, on oublie ça. Donc, il y aura dans l'architecture des rappels historiques de la vocation de ces terrains-là au cours des années. On veut mettre en valeur le patrimoine bâti, créer une expérience qui est riche, qui est à échelle humaine dans la taille, dans la matérialité des espaces publics et dans la hauteur des immeubles. Alors, il n'y aura pas là une série d'immeubles à 12 étages. Il va y avoir là des immeubles à taille humaine, en moyenne de 4 étages, parce qu'il faut densifier. On est au centre-ville, avec un maximum de 5 étages. On veut créer une qualité de succession, de seuil, des transitions douces entre les zones publiques, les zones privées, parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont aller se promener là, mais il y a des gens qui vont y habiter. On veut que des gens y habitent. On veut créer des espaces urbains de qualité, hiérarchiser l'échelle des espaces publics, des rues, pour varier l'expérience, choisir l'éclairage en conséquence. Pour les piétons, un mobilier qui est propice à l'interaction, pas du chacun pour soi, où on pourra échanger, rencontrer des gens. Intégrer les aires de stationnement sous les îlots en demi-niveau. Hein, on va dire stationnement souterrain, est-ce qu'il va en avoir? Oui, un petit peu, mais ça coûte beaucoup plus cher. Y a-t-il un moyen de ne pas créer des mers d'asphalte? C'est ce qu'on veut faire avec des aires de stationnement en demi-niveau pour éviter les îlots de chaleur. Alors, 600 espaces de stationnement sur le site pour les résidents et les visiteurs, 450 souterrains et 150 sur rue. Alors déjà là, vous voyez un changement, une évolution dans notre mentalité drummondvilloise. On veut connecter le quartier avec les éléments naturels du site. Vous allez penser à la rivière, évidemment, en premier, par la création d'une promenade riveraine, l'extension d'une coulée vers la ville. Donc, promenade riveraine, bien, ce qu'on imagine là, c'est une promenade surélevée qui donne de l'ampleur. Un boardwalk, si vous me permettez l'expression anglaise. On veut aussi avoir cette coulée, donc, de la rue Heriotte, voire jusqu'à la rivière, et être en mesure de marcher le long d'une coulée, donc où on va, par exemple, utiliser les bassins de rétention pour amener là de l'eau et faire en sorte que c'est agréable d'y être. Il y aura également une tour belvédère avec une vue sur la rivière où on pourra monter. Pourquoi? Bien, pour rappeler le lieu, on utilisera la forme des châteaux d'eau qui étaient sur le site historiquement. Donc, c'est un rappel historique, mais c'est aussi une occasion de se promener, de profiter du plein air. On veut maximiser, je l'ai dit, les percées visuelles sur la rivière avec cette vue de la rue, à partir de la rue Heriotte jusqu'à la rivière. Les espaces publics, maintenant, bien, il faut créer des espaces publics riches. Créer un pôle culturel, une grande place publique pour accueillir des activités. Cette place publique-là, je vais vous en parler parce que ça va être magnifique en plein cœur du site. D'abord, c'est une place qui sera munie de jets, des jets d'eau, des jets de lumière, où on pourra profiter de l'espace, où on pourra relaxer, on pourra être avec nos amis, avec nos familles. Ça pourra s'allumer, ça pourra varier au gré de la journée, au gré des événements. Une petite forêt urbaine, pas très loin, tout autour, donc où on pourra aller se promener, s'asseoir, profiter de la vie. Un jardin communautaire pour les gens du secteur, mais pour les gens de la ville. Et on pousse plus loin l'expérience du jardin communautaire avec une serre où les gens pourront aller dans cet espace-là, cultiver dans les serres, donc se retrouver. C'est encore une façon d'interagir. Il y a des écoles proches, il y a des projets qui pourront se développer également avec le milieu scolaire. Puis cette grande place-là, elle est située devant le bâtiment patrimonial, la chaufferie, celle qui a chauffé au point d'avoir des incendies 2 fois au cours des dernières années. Alors, plusieurs ont eu le réflexe de dire, bon, il ne reste plus rien qu'une chose à faire avec ça, c'est de sacrer ça à terre. J'ai fait partie de ceux qui ont pensé ça au début, jusqu'à ce que Pierre et Jérôme, je dirais, m'évangélisent là-dessus. D'ailleurs, mon collègue Yves au conseil était très heureux qu'on m'évangélise là-dessus. Mais on a fait faire des études pour constater que cette chaufferie-là était loin d'être finie.
Il y avait de quoi à faire et il y avait des beaux projets architecturaux qu'on pouvait développer avec ça. Alors, on a décidé, et là, je vous dirais que si vous dites, est-ce qu'il y a eu des nouvelles ce soir, là, je m'apprête à vous en annoncer une qui va expliquer peut-être pourquoi mon ami Solange Lebel était dans nos invités. Je vous ai dit tout à l'heure que je gardais des informations pour ne pas brûler des nouvelles. Alors, bien, la belle nouvelle qu'on a à vous annoncer, c'est que ce bâtiment patrimonial, en plein cœur de ce pôle culturel qu'on va développer, va devenir un musée. Pourquoi un musée? Parce qu'on a la chance, et vous aurez plus de détails dans les prochaines semaines. Il y a quelqu'un qui n'habite plus à Drummondville, mais qui a été heureux à Drummondville, qui n'a pas très, très longtemps communiqué avec moi par l'entremise de Solange Lebel pour nous informer de son intention de faire un don majeur d'une collection de réputation internationale à la ville de Drummondville, des artistes bien connus, et dont la collection s'évalue pour plus d'1 million de dollars d'œuvres d'art qui constituera la collection de base pour le lancement de ce musée-là. On pense qu'avec le Musée national de la photo, qui, au cours des dernières années, a lancé des initiatives extrêmement intéressantes, ça va créer un pôle fort intéressant. Ils vont être à proximité, les deux. Donc, un musée, le musée de Drummondville, vous l'appellerez comme vous voulez, ou par exemple, des entreprises ou des particuliers de Drummondville qui ont de magnifiques collections, parce que si vous vous promenez dans nos entreprises, vous allez voir, il y en a de très belles collections, pourront exposer ou du moins animer des salles. Et ce musée-là, on veut en faire non seulement une attraction pour les gens de Drummondville, mais on veut y développer un musée d'envergure nationale où les gens vont dire on va à Drummondville parce qu'il y a à Drummondville, dans cette magnifique ville, un musée comme il n'y a à peu près pas ailleurs au Québec. Donc, c'est un projet à long terme, mais c'est un projet qu'on va implanter dans cet espace au cours des prochaines années. Évidemment, il y a aussi des terrains verts prévus, entre autres, pour les écoles, qui vont demeurer propriété de la ville, qui seront donc ouverts au public en dehors des heures scolaires. Hein. On avait pris cet engagement de donner de la verdure à l'École Jeanne-Mance. On va respecter cet engagement-là. On va aussi respecter l'engagement d'améliorer les voies de circulation parce qu'il y a une problématique de circulation dans ce secteur-là de la ville, des institutions scolaires, l'hôpital. Donc, on va profiter de cet espace-là. Mais il faut savoir que c'est quelques minutes le matin, quelques minutes le soir. Ça ne peut pas être le point central autour duquel on organise tout le quartier. Mais il faut profiter de cet espace-là et c'est ce qu'on va faire et on va finaliser ça avec les gens qui sont là, qui les utilisent pour assurer une plus grande fluidité de circulation. Il y aura des commerces, mais des commerces complémentaires à ce qui existe déjà à Drummondville. Pas des commerces qui vont venir faire fermer d'autres commerces ailleurs ou des restaurants qui vont offrir une expérience comparable à ce qu'on offre déjà. Alors, nos partenaires de la Société de développement économique vont recruter des gens pour amener là des services de proximité, mais aussi des services, par exemple, comme une belle terrasse, un beau restaurant sur le bord de l'eau, ce qu'on n'a pas à Drummondville actuellement. Donc, le rez-de-chaussée des immeubles qui seront là, les rez-de-chaussée pourront être utilisés pour animer, pour amener des commerces de proximité, des cafés, des espaces où les gens pourront se rencontrer. Évidemment, il y a toute la fonction résidentielle qui est importante, offrir des habitations mixtes pour une variété de clientèle. Alors, ce qu'on vise là, c'est une mixité sociale, une hétérogénéité des groupes. On veut des gens de toute provenance sociale, socio-économique, démographique. Alors, il faudra là des logements abordables, parce que ça, les gens nous l'ont beaucoup dit. « Ah, ça va être des bâtisses juste pour les riches. Nous autres, on ne pourra pas aller là. » Bien, il y a une façon de valoriser, d'amener du logement abordable, c'est de mettre des conditions dans les projets qu'on va développer et vendre le terrain, parce qu'il nous appartient, avec un prix en conséquence de cet engagement-là. Si tu achètes le terrain pour offrir des logements abordables, bien, le prix ne sera pas le même que si tu l'achètes pour développer des condos que tu vas vendre à 400-500 000. C'est ça le choix qu'on fera quand on fera le plan directeur final. Alors, ces espaces-là, on les imagine un peu comme des jardins habités où on va retrouver des cours intérieurs végétalisés qui vont favoriser les échanges, le bon voisinage. Ça devrait être quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que ça va donner en termes de résidence? 374 appartements condos selon les plans actuels. 228 petits, donc des appartements d'une chambre, 116 intermédiaires à 2 chambres et 50 grands à 3 chambres. 79 maisons de ville, 16 petites, 120 mètres carrés, 52 moyennes, 150 mètres carrés et 11 grandes maisons de ville de 215 mètres carrés.
Et là, vous pouvez dire, ah, ben ça y est, ça va cannibaliser le résidentiel à Drummondville pour les 10 prochaines années. Bien, si vous regardez la croissance résidentielle à Drummondville au cours des dernières années, je vous rassure, vous vous en rendrez même pas compte. Ça, c'est clair. Actuellement, le taux d'inoccupation de nos logements, c'est 1,7 %. Et si vous allez voir les logements de plus de 3 chambres, c'est 0,4 % d'inoccupation. Et je suis certain qu'il y a des très beaux logements dans ce qui est disponible, mais d'après moi, partout au Québec, là, quand on arrive dans le dernier pourcent, il n'y a peut-être pas grand monde parmi nous autres qui les louerait, ces appartements-là. Donc, évidemment, il y a des besoins. On est face à une crise du logement, il manque d'espace et évidemment, bien, on pense que ça, sur un 3 à 5 ans, par exemple, de construction, mettons 5 ans, bien, ce que ça va créer comme espace, ça va facilement s'intégrer au marché drummondvillois et on devra développer quelque chose qui répond aussi à la demande et c'est ce qu'on va faire avec nos promoteurs, avec nos professionnels de Drummondville dans les prochaines étapes. Ce qu'on va faire en 2019 à Fortissimo, c'est simple, on va décontaminer. D'abord, on va finaliser les plans et devis parce que le plan final a été fait en fonction de penser à la décontamination, où il faut décontaminer plus, creuser plus, bien, on va peut-être en profiter pour faire un étage de plus de stationnement souterrain, parce qu'on va déjà avoir creusé, on essaie d'être un petit peu concept là-dedans, mais aussi en fonction de ce qu'on bâtit sur un lot, les exigences peuvent varier au niveau de la décontamination. Maintenant qu'on a le plan, on va passer à l'étape suivante et on espère que les travaux de décontamination vont se faire dès l'année prochaine. Par ailleurs, le plan directeur détaillé, c'est là-dessus maintenant qu'on va s'attarder. C'est-à-dire, on va prendre un lot, on va dire, voici ce qu'on veut sur ce lot-là, et on va préparer un appel de projet. Et là, après ça, on va inviter les gens à nous soumettre des projets, on va adapter le cadre réglementaire en conséquence pour lancer ces projets-là, ces appels de projet, quelque part en 2020-2021. La Ville veut donner l'exemple. Donner l'exemple pour la Ville, c'est-à-dire que les investissements publics se feront rapidement. On ne veut pas que ça traîne 10 ans. On ne veut pas dire aux gens, on vous invite, on a un super beau secteur, ça va être un chantier au cours des 10 prochaines années. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, les travaux municipaux, plans et devis, autorisations, on veut être capable de, dès 2021, procéder à la phase 1. Et ensuite, dès maintenant, on va aussi commencer à réfléchir à comment on développe les liens. On investit, par exemple, des millions dans le quartier Saint-Joseph. On veut mettre une salle cabaret au centre-ville. On vient de mettre notre bibliothèque municipale. Comment on interagit? On fait interagir ces lieux-là pour faire en sorte que de développer Fortissimo, ça ne videra pas les autres, mais au contraire, ça va les mettre en valeur. La rue Herriotte, de Desforges à la place Saint-Frédéric, si elle est belle, cette distance-là, c'est rien. Vous avez l'impression que c'est chez le voisin. Quand c'est pas beau, c'est long. 1 kilomètre, ça peut être bien, bien long ou ça peut être bien, bien court. Ça dépend de ce qu'on voit, ça dépend de ce qu'on regarde. Et c'est pour ça qu'on va déjà réfléchir à comment on va relier Saint-Joseph au centre-ville, comment on va relier le cœur du centre-ville vers le site de la Fortissimo, vers le parc Sainte-Thérèse. Et ça, ça va être à la base de ce qu'on veut développer comme mobilité durable, comme embellissement de notre ville, comme valorisation de quartier. Alors, comment vous pouvez suivre le tout? Bien, évidemment, on va continuer de vous informer, on va continuer de vous donner des nouvelles là-dessus, mais on va aussi, et ça, pour nous à la Ville, en tout cas, parce que peut-être que des promoteurs privés l'ont fait plus souvent, mais on va mettre en place une maison du projet dès l'été 2020. La maison du projet, là, ce n'est pas un bureau de promoteur pour vendre des condos ou vendre des appartements. Ça peut être utilisé pour ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un endroit où on peut relater l'histoire du site, mettre des écrans sur l'évolution du projet, expliquer ce qu'on va faire, raconter des histoires sur ce qui s'est vécu là, etc. Donc, cette maison du projet-là, qui sera ouverte à la population, va être mise en place en 2020 et sera là pour toute la période où on développera le projet de la Fortissimo. Si on peut rêver à tout ça, si on peut rêver notre ville, si on peut penser qu'on va créer du bonheur, qu'on va développer des infrastructures de qualité, c'est parce que le travail des 30 dernières années à Drummondville, de mettre en priorité la santé financière de notre ville, bien ça nous permet d'être là pour saisir des occasions. Ça nous permet d'utiliser des leviers quand sont mis en place des programmes de subvention, par exemple. C'est le travail de 30 ans de choix, de 30 ans de prudence, de 30 ans de vivre
selon nos moyens, et c'est ce qu'on veut continuer à faire. Il y a un travail exceptionnel qui se fait de l'équipe administrative à la Ville, tout ce qui a trait au contrôle des dépenses. Même que l'écart entre les dépenses de la Ville avec la moyenne provinciale augmente au cours des dernières années. Donc, on est plus performant encore, une économie de 30 % sur certains services. Et ce n'est pas parce qu'on en fait moins, c'est parce qu'on réinvente souvent les façons de le faire. La Ville s'est dotée, sous l'impulsion de notre trésorier, Benoît Carignan, s'est dotée d'un cadre financier. Et ce cadre-là, elle le respecte. On a là-dedans des objectifs. On se dit, bien, on ne veut pas aller en bas de ça, on ne veut pas aller en haut de ça. Par exemple, sur la croissance des taxes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la charge fiscale à Drummondville par unité d'habitation est de 633 $ de moins que dans les villes comparables. Que la maison moyenne, qui payait en 93 1833 $ de taxes, si on avait mis juste l'IPC sur le 1833, ça coûterait 2689. Bien, cette maison-là, en 2019, ça lui coûte 2071. Alors, c'est ça, quand je vous parle de 30 ans de choix, un conseil municipal après l'autre, ça a été une priorité. Contrôler la dette, c'est une priorité chez nous aussi. Actuellement, on parle d'un ratio, là, pour chaque 100 $ d'évaluation, donc on va appeler ça un pourcentage, bien, c'est 1,55 $ ou 1,55 % de notre richesse foncière uniformisée, qui est la dette de la Ville de Drummondville. C'était 1,75 $ en 2013, c'était 4,30 $ en 1993, et la moyenne des villes comparables, c'est 2,18 $. Alors ça veut dire qu'on est capable, on a une marge de manœuvre. Je ne vous dis pas qu'il faut se mettre à emprunter, emprunter et emprunter, mais ça veut dire que si demain, il y a des opportunités qui se présentent pour faire croître notre ville, pour faire progresser notre ville, on a les moyens de nos ambitions. Et je suis certain que c'est comme ça que vous gérez aussi dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos municipalités. On s'assure aussi de contrôler notre masse salariale. On a actuellement, à la Ville de Drummondville, 21 % de notre budget qui est consacré à la masse salariale. C'est exactement le même pourcentage qu'en 2012. On se donne des cibles, on les respecte. Mais pour continuer de faire ça, on va avoir besoin, en 2019, d'un nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du Québec. Le pacte fiscal actuel vient à échéance à la fin 2019. Au Québec, c'est le cas de Drummondville, les taxes foncières représentent 70 % des revenus des villes. En Ontario, c'est autour de 40 %. L'écart, il vient d'où? Une moitié de la tarification. Ça, c'est des choix au Québec. On y va davantage sur la taxe foncière, moins sur la tarification. On pourrait faire le choix de changer ça demain, mais ce n'est pas la tendance. Mais l'autre moitié, c'est dans les transferts de l'État vers les municipalités. On nous reconnaît, on dit qu'on est des gouvernements de proximité, on nous dit qu'on est autonome, mais maintenant, il faut nous donner les moyens de nos ambitions. Et c'est pour ça que le monde municipal actuellement milite en faveur du transfert d'un point de TVQ vers les villes, milite aussi pour que le gouvernement du Québec, qui est le seul contribuable qui ne paie pas l'ensemble de ses taxes foncières sur ses écoles, on a les moyens de baisser les taxes scolaires, bravo, mais on n'a pas les moyens de payer les taxes pour les services qu'on donne aux écoles, aux hôpitaux, à l'ensemble des édifices gouvernementaux. Alors que ça, c'est une iniquité qui doit se corriger, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que le million de dollars que Québec ne verse pas à Drummondville pour ses taxes foncières, ben, c'est vous autres qui le payez, parce que ce million-là, on en a besoin. Alors, c'est important qu'on continue ces représentations-là pour que la fiscalité du 19e siècle soit remplacée par une fiscalité d'aujourd'hui, une fiscalité du 21e siècle. C'est un rendez-vous important de 2019 pour les villes de toutes les tailles dans toutes les régions du Québec. Et fiez-vous sur moi, c'est un dossier dans lequel les priorités des villes centres, des villes comme la nôtre, mais aussi des villes, des municipalités moins populeuses comme les 17 autres municipalités de notre région, il faudra qu'on y trouve notre compte. Ça ne peut pas être un pacte fiscal qui va profiter uniquement aux 10 grandes villes du Québec. Ça doit profiter à l'ensemble des régions du Québec. Et là-dessus, le monde municipal est unanime. Et les grandes villes sont d'accord avec ça. On va y travailler. Je suis assez près de la négociation pour vous dire
qu'on va y travailler et qu'on va ramener à nos gens dans les régions les moyens des ambitions qu'on a pour faire croître le bonheur de nos citoyens un peu partout au Québec. C'est possible parce qu'on a une bonne santé financière, c'est possible parce qu'on se concerte, mais c'est surtout possible parce qu'on a des équipes incroyables, des partenaires formidables. Vous en êtes tous. On travaille à Drummondville avec des partenaires dans tous les domaines qui vraiment ont à cœur de faire progresser notre milieu. Vous en faites partie. Une équipe municipale extraordinaire. Vous savez, tout à l'heure, quand on m'a présenté, on a fait la liste de titres. Préfet de la MRC, maire de Drummondville, président de la SDED, président de l'Union des municipalités du Québec. Si je réussis à combiner tout ça, ce n'est pas juste parce que j'ai un peu d'énergie, mais c'est surtout parce que j'ai autour de moi des gens extrêmement compétents, des élus à la MRC, des élus à la Ville qui sont extrêmement compétents, mais surtout des équipes de travail sur le terrain. Alors, vous me permettrez de leur rendre hommage ce soir et de les remercier pour le travail exceptionnel qu'ils font pour nos gens. Je pense à Francis Adam et l'ensemble des membres de l'équipe de la Ville de Drummondville. Francis, notre directeur général. Plusieurs sont ici ce soir. Également à nos directeurs, à Martin Dupont et toute son équipe à la Société de développement économique, à Guy Drouin et son équipe à la MRC Drummond, et parce que l'Union des municipalités du Québec travaille aussi pour nous, puis j'ai le privilège d'y agir comme président, qui a là aussi une formidable équipe que j'appelle une machine de guerre et qui est dirigée de main de maître par un directeur général qui s'appelle Jasmin Savard. Et c'est grâce à ces gens-là, si aujourd'hui, ensemble, on peut travailler et si moi, je peux me permettre de m'investir dans ces différents projets-là pour faire avancer Drummondville avec vous. Je veux remercier les gens qui ont rendu possible la préparation du souper. L'équipe, évidemment, mon équipe, ma garde rapprochée, l'équipe du cabinet du maire, mon directeur de cabinet, Mathieu Audet, notre adjointe Nancy Leclerc, qui nous fait pour la première fois l'honneur de sa présence ce soir. Et également, toute l'équipe de direction qui nous a alimentés de données, de chiffres, d'informations, qui ont validé mes lubies ou qui m'ont dit non, tu es dans le champ avec ça. Merci beaucoup à ces gens-là. Évidemment, notre service des communications, son directeur, Maxime Hébert-Tardy, qui ont fait un travail phénoménal, encore une fois. Nos partenaires qui ont accepté de tourner des vidéos. Les gens du Centre Expo, Kevin Perrodeau de Graphixel Vidéo, Nous TV qui nous a diffusé ce soir, Star Flash, évidemment, au niveau de la technique et tout ça. La Jeune Chambre de commerce de Drummond, de même que la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond, c'est extrêmement important d'avoir ce support-là. Merci évidemment à nos élus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais prendre le temps. À la blague, je disais au début du souper, je vous parlais de ces gens qui trouvent beaucoup de force derrière leur écran d'ordinateur pour écrire aux élus. Des fois, je regarde évoluer les choses et je me dis, si avec les réseaux sociaux, on continue d'insulter facilement les gens qui travaillent pour nous. Et il n'y a pas de problème majeur à Drummondville. Je ne suis pas en train de faire une autothérapie, là, rassurez-vous. Mais j'en vois des choses comme ça. Je vous encourage à dire merci à vos élus municipaux, vos élus provinciaux, vos élus scolaires, vos élus fédéraux, quelle que soit leur appartenance politique. C'est important qu'on soutienne les élus de notre région. Les élus qui partent, qui vont à Québec, qui vont à Ottawa, défendre nos projets Drummondville. On devrait être les premiers derrière nos élus provinciaux et fédéraux pour les appuyer dans leur travail. On devrait les soutenir quand ils ont des périodes plus difficiles. On devrait les appuyer dans leur travail. C'est extrêmement important. Moi, comme maire, d'avoir, par exemple, dans le comté, ici, un ministre régional que je peux rejoindre facilement, c'est extrêmement important. Donc, j'ai besoin qu'on les appuie, j'ai besoin qu'on travaille avec ces gens-là pour faire avancer les dossiers de Drummondville. Parce que je peux vous dire une chose, quand il n'y a personne qui parle pour nous dans ces gouvernements-là, on peut poireauter quelques années. Je ne fais pas référence à l'histoire, mais ça peut arriver. Et donc, je veux remercier d'une façon particulière les 12 membres qui complètent le conseil municipal avec moi, nos 12 conseillères et conseillers. On a à Drummondville une équipe constructive, une équipe unie. Et tout ça, c'est grâce au fait qu'on a à Drummondville une politique municipale non partisane. Et ça, c'est extrêmement important. On est tous partisans de la qualité de vie des citoyens et c'est ça qui fait avancer les choses. Et quand il arrive des nouvelles personnes, ils s'intègrent
à cette mentalité-là. Ils s'intègrent à cette vision-là qu'on a développée à Drummondville depuis 30 ans. Et je vous le dis, il ne faut pas perdre ça. Appuyez vos élus. Soyez là pour les soutenir. Hein? C'est toujours la même chose. Quand on demande aux gens d'agir, il y en a beaucoup moins que quand on demande aux gens de s'impliquer. Quand on demande aux gens de critiquer, ils vont faire la file pas mal plus facilement que quand on leur demande de poser des actions. Et c'est un petit peu sur cette image-là que je veux vous laisser, vous dire merci beaucoup. Et vous savez, des fois, la vie nous amène à réfléchir, à faire des choix pour notre ville, à faire des choix pour nous-mêmes, à faire des choix pour nos familles. Je vous invite, et moi je l'ai fait, je vous invite à continuer de choisir Drummondville. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.